tiens vraiment à vous remercier tous d'avoir pris du temps, d'avoir mobilisé de l'énergie pour être présents ici. Je suis très très content de vous accueillir dans ce lieu pour ce qui va se passer, c'est-à-dire ces 2 jours, 2 jours de formation suivis des 4 jours de rencontres. Vous allez voir, ça va être une énorme fête. Alors je suis content parce que là on va rentrer, là on va faire 2 jours un peu studieux, et ensuite ça va être le grand festival. Je suis d'autant plus content que ce festival, on l'a vraiment pensé cette année. On a réduit le nombre d'intervenants et tous les gens qui vont venir, ce sont des gens vraiment avec qui j'ai vraiment à cœur de cheminer, de travailler, des gens qui ont une très grande importance pour moi. Vous verrez, je prendrai le temps de les présenter chacun. Et donc ça sera une continuité de ce qui a été fait dans les 2 jours, c'est juste génial. Moi, à titre perso, j'aurais voulu que tout le monde vienne pour ces 2 jours suivis du festival, parce que l'ensemble est super cohérent. Voilà, pour tout le monde, c'était pas possible, mais en tout cas, voilà, je suis content que vous soyez là et que vous puissiez partager ça. J'espère que vous êtes bien installés. S'il y a des problèmes logistiques, n'hésitez pas à faire remonter ça à l'équipe, en sachant que ça va se mettre en place doucement. Au niveau des horaires, ce que je vous propose, moi ce matin, j'avais prévu qu'on commence à 9h30, donc on est même à l'avance. Donc, je vous propose de faire ce matin 9h30, midi et demi à peu près. On fera une pause entre deux. Cet après-midi, on recommencera à 2h30. Et 2h30 jusqu'à 5h30, 6h, en sachant qu'il y aura des moments de pratique à l'extérieur. Et à 6h, alors selon ce qui aura pu être mis en place, soit on ira tous vers les bains froids et les bains chauds, pour expérimenter un petit peu, soit on ira tous dans la rivière, pour expérimenter un petit peu. Pas tous. Il n'y a rien de coercitif dans ce que je propose. On est d'accord? Donc voilà à peu près. Entre midi et 2h, entre 12h30 et 14h30, le service de restauration commencera à être mis en place. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle le salad bar, un endroit où vous avez des assiettes pour un prix modique, c'est que du bio, enfin c'est du local, bio, hyper de qualité. Et là, vous pouvez remplir votre assiette. Il y aura déjà quelques traiteurs qui seront en place, donc il y aura déjà de quoi se restaurer. Pareil, ça va monter en intensité. Demain, il y aura le service de bar à jus qui sera disponible aussi, et ainsi de suite. Donc voilà, merci de laisser le truc se mettre en place. Mais vous aurez déjà de quoi vous nourrir à midi. C'est bon pour vous? On est parti? Il n'y a pas de questions? Bon, c'est cool. À propos des questions, je vais vous proposer une chose. Durant la première journée, vous me laissez avancer. Vous me laissez avancer parce qu'il y a des grandes chances que la question que vous allez poser, elle trouve sa réponse dans ce que je vais dire par la suite. D'accord? Deuxième chose, et ça je vais vous le préciser des tas de fois, ce que je vais vous proposer est un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est un système interprétatif. C'est-à-dire que par rapport à des situations données, je vais vous proposer un modèle explicatif. Ce modèle explicatif, parce que c'est un modèle, veut rendre compte de la réalité. Il n'est pas la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle que je vais vous proposer, vous pouvez être pas du tout d'accord avec lui, vous pouvez le questionner, vous pouvez le critiquer, il n'y a aucun problème pour moi. Moi, je vous propose un modèle. Ce modèle il est issu de ma compréhension, ce modèle il est issu de mon expérience. Je le crois terriblement efficace, ce modèle. Je le crois extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en 2 jours, j'ai beaucoup trop de temps pour vous donner ce modèle. Entre nous soit dit, en 1h, 1h30, je pourrais vous le donner. Tout le reste, c'est une espèce d'os à ronger pour notre intellect, pour donner des arguments, pour vous expliquer pourquoi le modèle que je vous donne, il me semble très efficace. Mais ça reste un modèle. Et vous allez voir, quand on parle de modèle, on parle obligatoirement de système de croyance. Et l'essentiel de ce que je vais vous transmettre ce matin va parler de nos systèmes de croyance par rapport à une question, puisque vous êtes tous là pour une question générale, on va dire autour de la question de la santé. On va parler de santé essentiellement. Et donc le modèle que je vais vous proposer est un modèle simple, totalement différent peut-être du modèle dans lequel on est tous nés culturellement parlant. Et c'est un modèle que je pense, alors que j'ai appelé le modèle vitaliste, c'est-à-dire qui se base vraiment sur la considération de ce qu'on appelle la vie en nous, le vivant en nous, et qui est, d'après moi, particulièrement efficace pour parler en termes de santé. Mais donc, ça ne reste qu'un modèle. Par contre, je tiens à vraiment attirer votre attention. L'avantage d'un modèle, c'est que comme ce n'est pas la réalité, c'est-à-dire qu'il y a la réalité et il y a le système interprétatif de la réalité. Le modèle, c'est le système qui nous permet d'interpréter la réalité, de la comprendre, donc de l'analyser, et d'agir
en fonction de notre analyse. Hein. On a toujours l'impression que le modèle dans lequel on est né culturellement, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on confond le modèle et la réalité. Et donc souvent, dans ce que j'apporte, dans ce qu'apportent des approches dites alternatives, on te dit, bon, ben, eux, ils sont dans la croyance, et puis de l'autre côté, il y aurait la médecine moderne qui serait dans le modèle réaliste. Hein. Donc il y aurait la rationalité et de l'autre la croyance, avec le côté un peu farfelu hein, des approches dites alternatives, et de l'autre côté, le côté très rigoureux de l'approche conventionnelle moderne. En vérité, tous sont des systèmes de croyance. C'est-à-dire que, pour moi, il y a la réalité, quand on va parler des mécanismes au niveau du corps, on va décrire des mécanismes au niveau du corps. Par exemple, tu as une douleur qui apparaît dans une zone du corps. Après, tout le reste n'est qu'une question de croyance. C'est-à-dire que tu vas avoir un modèle qui va interpréter ce phénomène-là d'une certaine manière et qui va conduire à un certain type d'action. Tu vas avoir un autre modèle qui va l'interpréter d'une autre manière et qui va conduire à un autre type d'action. Il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre dans l'absolu. Ce qui va permettre de juger de la pertinence du modèle, c'est le résultat qu'il va te donner. Si le modèle te permet d'interpréter les choses, de mener à une action et puis de te sentir mieux, d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre, alors pour moi, ce modèle, il est bon. Il est bon jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui le remplace, peut-être, qui soit encore meilleur. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec les modèles d'interprétation, c'est que souvent, il peut y avoir des nouveaux modèles qui apparaissent, ça ne veut pas dire qu'ils invalident les précédents. Ils viennent juste compléter, apporter, élargir, enrichir. Donc, je vais vous proposer un modèle qui va certainement venir un petit peu en opposition avec peut-être le modèle dans lequel vous êtes développé, on s'est tous développés, le modèle de la représentation de la santé moderne tel qu'il est véhiculé par notre culture, par la médecine moderne. Je tiens à préciser dès le départ qu'il ne s'agit pas de faire une opposition, une confrontation. On n'est pas là en train de dire « ouais, les autres c'est des nuls et nous on est des bons », c'est absolument pas ça. Je dis toujours, moi de toute façon, quand tu as des outils, tu vois, là chez moi je suis en train de faire des travaux, hein, j'ai eu à tomber un mur. Pour tomber un mur, je n'ai pas utilisé un marteau de luthier, j'ai utilisé un marteau piqueur. Par contre, si je dois réparer un violon, j'ai utilisé un marteau de luthier. L'important, c'est pas de dire quel outil est le meilleur que l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas un outil qui est meilleur que l'autre, il y a des outils qui sont adaptés à des situations. Hein, tu vois, moi l'été dernier, par exemple, je me suis fait tomber une remorque sur la jambe, je me suis à moitié broyé la jambe, le tendon était à vif et ainsi de suite. Je ne me suis pas dit, je vais aller me faire un jus de carotte. Tu vois, globalement, hein, j'ai sauté dans une bagnole, j'ai foncé aux urgences et j'ai dit au mec, là, fais-moi quelque chose parce que ça pisse le sang et je vais y rester. D'accord ? Non, mais c'est juste pour remettre les choses en perspective. D'accord ? Il n'y a pas les nuls et il n'y a pas les bons. On n'est pas les gens du côté de la vérité, puis voilà. Et on n'est pas dans l'opposition à ce niveau-là. Moi, j'en appelle vraiment un travail main dans la main, parce que je pense que la médecine moderne a développé des compétences dans certains domaines qui sont exceptionnels, qui sont incontournables. Par contre, il y a des domaines dans lesquels, pour moi, c'est complètement à côté de la plaque. D'accord ? Donc, je vais essayer de vous proposer ce modèle. Ce modèle, il va partir de certains grands principes. Alors, ce modèle, pour le justifier, je vais me baser sur des principes de physiologie, du vivant. J'aime bien, moi, me fonder sur la réalité le plus possible. J'ai une formation, moi je suis physicien à la base, j'aime pas trop les trucs. Moi, quand on me dit oui, c'est l'énergie du truc et tout, là tout de suite, moi, il y a mon détecteur de trucs fumeux là qui se déclenche. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien qu'on me dise oh, ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps, au niveau hormonal, au niveau nerveux? Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Explique-moi pourquoi tu te fondes là-dessus. Ça m'intéresse. Et moi, à partir de ça, je vais comprendre. Hein? Donc, je vais vous inviter dans un nouveau modèle. Donc, c'est un peu presque comme une histoire qu'on va raconter. Mais de l'autre côté, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire, pour te donner... Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Et c'est très important là, ce que je vous dis là, parce que c'est là le nœud de la question. Hein. Imaginons, par exemple, tu as un bouton qui apparaît. Tu as un bouton qui apparaît sur le bras. Ok. Le fait objectif, le truc qui est indéniable, qu'on ne peut pas discuter, c'est un bouton qui a poussé sur le bras. Là, de ce côté-là, on est tous d'accord. Il n'y a pas à interpréter. Il y a un bouton qui a poussé sur le bras. À partir de ce moment-là, il y a deux possibilités. Il y a un modèle qui va considérer le bouton comme un problème en tant que tel, et tu as le droit, parce que c'est inesthétique et ainsi de suite. Et donc ce modèle vise à supprimer le bouton coûte que coûte, et à ce moment-là, tu vas développer toute une kyrielle d'outils, d'arsenal et ainsi de suite, pour arriver à cette finalité. Donc le bouton, cette manifestation, vous allez voir, on va faire un glissement sémantique, on va appeler ça même un symptôme, hein, mais cette manifestation à l'échelle du corps, on va la considérer comme un problème, elle nous ennuie, entre guillemets, et donc on va développer toute une stratégie pour supprimer cette manifestation.
il y a une autre approche, c'est celle que je vais vous proposer par exemple, qui va partir d'un principe, d'un paradigme. Vous savez, un paradigme, c'est une espèce d'idée fondamentale sur laquelle on se fonde et qui va guider toute notre expérience. Et ce paradigme, que je vais vous expliquer, et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce paradigme, il veut que tout ce qui se passe à l'échelle du corps, tout le temps, à tout moment, tout le temps de votre vie, quel que soit votre état de santé, tout ce qui se passe à l'échelle du corps est la manifestation de la présence de la vie en vous. Et c'est quelque chose qui est organisé, qui est voulu par le corps et qui répond à une finalité. D'accord ? Et si tu pars de ce principe-là, alors au lieu d'essayer de massacrer le bouton tout de suite, tu vas commencer à réfléchir, à te dire, ok, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça indique, et tu vas commencer à aller agir sur la cause des causes. Donc la démarche est radicalement différente. D'un côté, et c'est là vraiment où je fais une vraie différence, parce que vous savez, quand on évolue dans le secteur des médecines alternatives, des approches de santé, hein, on a l'impression que d'un côté, il y a la médecine conventionnelle, moderne, on va dire, c'est globalement les grands méchants, entre guillemets, non, je dis ça pour de la blague, mais tu vois, quand on caricature les choses, donc d'un côté, il y a la médecine moderne, et de l'autre côté, il y aurait les médecines alternatives. Je pense qu'on se trompe radicalement. Pour moi, d'un côté, il y a l'approche symptomatique, et l'approche symptomatique, elle peut se fonder sur des substances chimiques ou elle peut se fonder sur des substances naturelles. Ça reste une approche symptomatique. L'approche symptomatique, elle considère le symptôme comme un problème que l'on veut supprimer. Et globalement, on est tous empreints de cette culture-là. Enfin, je sais pas, moi quand j'ai de la fièvre, ben, instinctivement, j'ai envie qu'elle s'arrête. Je me sens pas bien, j'ai envie d'aller bien. Donc cette approche symptomatique, elle est ancrée en nous. Donc il y a l'approche symptomatique qui vise à considérer le symptôme comme une difficulté en soi et à chercher, à mettre tout en œuvre pour le supprimer. Que tu utilises des antibiotiques naturels ou que tu utilises des antibiotiques chimiques, c'est exactement la même démarche pour moi. Et de l'autre côté, il va y avoir une démarche, donc là d'un côté on avait la démarche symptomatique, il va y avoir une autre démarche que je vais vous proposer, un autre modèle, qui je vous dis n'est pas mieux, n'est pas meilleur dans l'absolu, sera meilleur s'il répond mieux à vos attentes, un modèle que je vais appeler le modèle vitaliste. Hein? Le modèle vitaliste, il considère le symptôme non pas comme un problème, il le considère comme un indicateur, comme un signal. C'est un signal. C'est un signal qui nous indique qu'il y a quelque chose qui demande à être regardé, qui demande à être réglé, qui demande à être corrigé. C'est un voyant qui s'allume. Vous savez, l'image que je prends le plus souvent, tu es en train de rouler sur l'autoroute. Vous la connaissez, je vous l'ai sorti 10 000 fois cette anecdote, hein, mais je pense qu'elle est très parlante. Vous êtes en train de rouler sur l'autoroute. Vous roulez sur l'autoroute et d'un seul coup, ben, il y a votre jauge à essence qui s'allume. Alors, imaginons en plus, tu es en train de rouler, tu es à la bourre, tu as un rendez-vous sur Montpellier, tu es parti de Perpignan, tu as un rendez-vous sur Montpellier, tu es à la bourre, il y a du vent et il pleut. Donc toi, tu es bien dans ta voiture, tu as mis de la bonne musique là, tu vois, hein, un bon petit AC/DC tranquille, tu vois, tu as la bonne sono, tu n'as personne pour t'embêter, là tu roules tranquille, tu traces la route et là tu as la jauge qui s'allume. Punaise, la jauge qui s'allume, ça veut dire qu'il va falloir que tu es déjà en retard, il va falloir que tu fasses un détour, il va falloir que tu t'arrêtes dans une station-service, il va falloir que tu sortes de la voiture, il va falloir que tu t'exposes au vent, il va falloir que tu t'exposes à la pluie. C'est pas vraiment agréable. Donc là, tu as deux possibilités. Et c'est caricatural ce que je dis, mais ça parle vraiment de notre attitude. Tu as deux possibilités. La première, hein, tu considères que le signal est un problème en tant que tel, il t'emmerde ce signal. Non mais sérieux quoi, toi tu es en train de rouler, peinard, tu as ce signal qui s'allume, tu n'as pas envie. Ça gave, c'est comme une fièvre, c'est comme tous ces phénomènes. Ça gave littéralement. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu as le voyant qui s'allume, tu chopes ton marteau, pim, tu exploses le tableau de bord et on n'en parle plus. Pas de problème. Et là, toi, tu es là, tranquille, heureux, le sourire banane qui revient, tu dis, il n'y a plus de soucis. Bon, manque de bol, tu connais la suite. Quelques kilomètres après, tu es comme un con sur la bande d'arrêt d'urgence, et je te dis pas, la dépanneuse sur l'autoroute, ça douille. Hein. Ça coûte cher. Ah ouais, ça coûte cher. Deuxième attitude, tu vas prendre ce signal pour ce qu'il est. C'est un signal qu'il y a un niveau d'essence dans ta voiture, donc une réserve de ton véhicule. Et là, l'analogie, elle peut être très forte avec le corps. Il y a une denrée de base, c'est-à-dire le carburant, qui est en diminution, et là, au contraire, tu as une chance.
Et ouais, parce que, ben, je vais pas vous dire, mais moi, une partie de ma jeunesse, j'ai roulé dans des voitures assez pourries, comme tout le monde. Et quand tu démarres à 18 ans, t'as pas une thune. Donc j'avais une 205. J'aimais beaucoup ma 205. Par contre, elle avait un problème. La jauge à essence ne fonctionnait pas. Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai roulé avec un nœud au ventre, en me disant, j'en suis où là? J'en suis où? Je savais pas où j'en étais. J'étais complètement paumé. Je n'avais aucun indicateur. J'avais pas de voyant et j'avais même pas de jauge d'essence. Donc je roulais toujours à Bisto des Nas. Je me disais, bon, alors là, ok, la dernière fois que j'ai fait le plein, j'avais tant de kilomètres, j'ai fait autant, mais j'étais complètement dans le flou. Et ça, c'est très très parlant, parce que si vous faites l'analogie avec le corps, dans le modèle que je vais vous proposer, les symptômes ne sont pas un problème, les symptômes sont une chance absolue. C'est une chance absolue de savoir où tu en es. Donc toujours avec ma voiture, hein, je continue à monter sur Montpellier. Hein. Bon, ben, j'ai cette jauge à essence qui s'allume, je vais en prendre la mesure, hein, et je vais me dire, ok, la jauge à essence s'est allumée. Alors, il y a deux possibilités. Soit je connais bien mon véhicule, et quand ce voyant s'allume, je sais que c'est la jauge à essence. Donc là, super. Je sais ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout simple. Alors, je vois la jauge à essence qui s'allume, j'ai le droit de dire je ne la vois pas. Mais ça, c'est mon problème à moi. Mais si je la comprends, je vais me dire ok, maintenant je sais ce que ça veut dire. Donc, je vais chercher la première station-service, je vais accepter de m'arrêter, je vais accepter de perdre du temps, entre guillemets, parce que ce temps, je ne le perds pas, il est absolument nécessaire, parce que là, il y a quelque chose qui demande à être réglé. Deuxième possibilité, j'ai le voyant qui s'allume sur mon tableau de bord, et ben, ma voiture, je ne la connais pas. Je ne sais pas encore à quoi renvoie ce voyant. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir comment on appelle ça, la boîte à gants. Voilà, la boîte à gants. Il y a le manuel de la voiture. Je vais ouvrir le manuel de la voiture. Puis bon, pas en roulant, hein, je me suis arrêté, je vous rassure. Je vais ouvrir le manuel de la voiture et je vais dire, ok, à quoi correspond ce voyant? Et puis quand je vais savoir à quoi correspond ce voyant correspond à la jauge d'essence. Ok, cool. Ok, donc il faut que j'aille faire le plein d'essence. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux? Et pour vous montrer un petit peu l'incongruité de la plupart de nos attitudes, une jauge à essence qui s'allume n'a pas besoin d'être soignée. On n'a pas besoin de soigner la jauge à essence, on a besoin de faire le plein. Est-ce que vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre... Non mais c'est fondamental, j'en vois qui rigolent, parce que moi ça me fait profondément rigoler. La plupart du temps, on passe notre temps à soigner des symptômes. C'est un peu comme, tu es chez toi, tu as l'alarme qui se déclenche, et tu te dis, oh, l'alarme a un problème, je vais aller la soigner. Non, mais l'alarme, elle n'a pas un problème. Tu as deux mecs qui sont en train de te tirer ton écran plat, quoi, c'est juste ça. Tu vois le truc? Donc oui, je vais vous proposer un nouveau modèle. Je vais vous proposer un nouveau modèle dans lequel le symptôme n'est pas un problème. Le symptôme est notre meilleur allié. Parce que notre symptôme, les symptômes qui vont apparaître à l'échelle de notre corps, vont pouvoir nous aider dans cette enquête qu'on va mener. Et c'est chaque fois une enquête que je vais vous proposer. C'est pour ça aussi que, autant je vais vous proposer des lignes directrices, autant je vais vous proposer une façon de penser, une façon de réfléchir, autant je ne vais pas vous proposer des solutions adaptées individuellement à chacun, prédécoupées, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de vous a une histoire différente, un contexte de vie différent, une histoire différente, des circonstances de vie différentes, des conditions qui le contraignent actuellement qui sont différentes, et moi je ne peux pas les connaître. C'est pour ça que, autant je vais vous présenter des très grands principes, autant ça sera à chacun de vous de faire votre individualisation. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, des questions que vous allez pouvoir me poser, là je ne l'ai pas mis, mais j'ai souvent un t-shirt sur lequel il y a marqué « ça dépend », parce que c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir. Oui, mais combien de temps il faut que je... Oui, mais quelle dose il faut que je... Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, où tu en es, et ainsi de suite. Et qui peut le savoir? À part toi, pas grand monde. À part toi, pas grand monde. Alors, je vais te donner, et on peut donner, hein, des tas d'indicateurs qui vont nous permettre de nous jauger, de nous évaluer. On n'est pas laissé tout seul dans le noir comme ça, sans savoir où on va. Mais vous verrez qu'au final, en termes de vraiment d'équilibrage, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Moi, je vous raconte ça, je vais vous faire juste en 2 minutes, je ne vais pas raconter ma vie, mon œuvre, mais parce que ça me parle vraiment d'un moment, moi, de ma vie qui a été très très fort.
j'ai eu un moment de vie où j'ai été en très grande faiblesse physique. À l'âge de 33 ans, j'étais mourant, littéralement. J'ai passé, 7-8 ans de ma vie, entre l'âge de 25 ans et l'âge de 33 ans, à m'effondrer, littéralement. Je ne savais pas ce qui se passait. On n'arrivait pas vraiment à m'expliquer. Ça a commencé par une diminution physique. J'arrivais de moins en moins à digérer. Je ne comprenais pas trop ce qui allait pas. Puis après, ça a été le moral. D'ailleurs, la corrélation des deux m'avait déjà marqué à l'époque. Je me dis, tiens, c'est marrant parce que physiquement, je suis en train de me casser la gueule et moralement aussi. Moi qui étais d'un moral plutôt très positif, j'étais un gamin plutôt joyeux, là, je commençais à avoir des idées noires et même à traverser des moments de dépression, à pleurer beaucoup, à être fatigué, à ne pas avoir envie de me lever le matin, ainsi de suite, une espèce de lassitude grande. Et puis, mon état de santé s'est dégradé. Alors, comme tout le monde, quand tu sens que tu vas pas bien, tu vois, moi à 25 ans, en plus, c'est pas normal, quoi, tu vois, je veux dire, normalement, tu es censé avoir la patate. Donc, quand tu vas pas bien, tu cherches des solutions. Donc, au début, je suis allé, consulter des médecins, ainsi de suite. On m'a pas vraiment donné de réponse satisfaisante. J'ai fini sous antidépresseurs, ce qui était pour moi pas la solution. J'ai vu que ça me faisait pas de bien, donc j'ai arrêté les antidépresseurs. Mais voilà, donc ça allait pas, donc automatiquement, j'ai cherché d'autres solutions. Et quand tu sens que tu vas de moins en moins bien, donc j'ai commencé à chercher des tas de trucs. Je suis allé faire des stages de développement personnel, des stages de thérapeutique dans tous les sens. Et je suis allé voir des spécialistes. Et c'était toujours pareil, j'étais à la recherche du gars qui allait trouver la solution pour moi. Et je m'en souviens, c'était plutôt vers la fin, je devais avoir plus de 30 ans, 31 ou 32 ans, et on m'avait parlé d'un spécialiste de médecine, alors je ne sais plus quelle médecine alternative, qui se trouvait sur Bordeaux. Moi j'étais à Perpignan, j'étais déjà extrêmement affaibli, et on m'a parlé de lui, on m'a dit ouais, il est fabuleux, il est génial, il est extraordinaire, et je me suis dit j'y vais quoi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, tu vois, j'étais motivé, j'avais mis ma foi en lui. Intéressant parce que ça, j'ai eu toute ma foi en lui, je dis je vais y aller, je vais trouver une solution avec lui. J'ai fait la route. La route m'a complètement épuisé. Je suis arrivé dans son cabinet, je m'en souviendrai toujours. Le gars, il m'a reçu. Et puis moi, j'ai commencé à lui expliquer mon histoire. Mais moi, pour lui expliquer mon histoire, il m'aurait fallu 4 heures, 5 heures, 6 heures, quoi. J'avais tout à lui expliquer. Il fallait qu'il comprenne tout pour arriver à me conseiller bien. Moi, j'avais besoin de lui expliquer d'où je venais, tout ce que j'avais traversé, ainsi de suite. Le gars, il m'a laissé parler. Et au bout de 35-40 minutes, la séance, elle s'est arrêtée. Et je ne lui en veux pas, parce qu'il avait quelqu'un d'autre qui arrivait derrière. Le mec, il fallait bien qu'il gère son agenda. Et je me souviens de la frustration, parce que le mec, il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, voilà, j'ai bien compris. Je dis, non, t'as pas compris dans ma tête. Je lui dis, non, t'as pas compris. Je t'ai dit que le pouillème de ce que je pouvais te dire de ma vie, t'as pas toutes les données. Tu peux pas m'aider, je le savais. Et là, il m'a donné 2-3 remèdes. Alors, c'était, je sais pas si c'était de l'Ayurveda ou de la médecine anthroposophique. Je me souviens plus exactement ce que c'était comme approche. Et dès le départ, je savais que ce qu'il m'avait donné, ça n'avait aucun sens. Et je me souviens, je suis sorti de ce cabinet, j'avais les larmes aux yeux, j'étais désespéré. Je me suis dit, en fait, personne ne pourra rentrer dans mon histoire. Et à la fois, c'est en touchant ce fond-là qu'il y a une espèce de sursaut en moi qui me dit, en fait, putain, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu t'y mettes, t'as pas le choix. T'as pas le choix. En fait, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir t'aider, on va pouvoir te donner des conseils, mais des gens qui comprennent vraiment ton histoire, il ne va pas y en avoir, il va falloir que tu t'y mettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la physiologie. Je me suis dit, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et je crois que c'est important, cette notion. Et c'est pour ça que je suis aussi touché que vous soyez nombreux à mobiliser 2 jours comme ça. Parce que, vous savez, en matière de santé, vous allez rencontrer certainement énormément d'opinions. Vous allez avoir la mienne. Puis vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va donner une opinion radicalement différente. Puis quelqu'un d'autre qui va donner une opinion radicalement différente. Puis vous êtes là, vous entendez une opinion, vous entendez une autre. Pour peu que le gars ait beaucoup de charisme, tu vois, il parle bien, quoi. Genre Hugo Chavez, tu vois. Hugo Chavez qui parle, donc il parle fort et tout, tu vois. Donc là, toi, t'es impressionné. Puis t'as l'autre, il parle encore plus fort. Puis t'as l'autre qui parle encore plus fort. Et toi, tu te dis, mais c'est qui dit la vérité, là? Les trois, ils sont... Mais je vais te dire, tu ne peux pas faire l'économie d'un savoir minimal en termes de physiologie qui va te permettre de discriminer entre ce que disent les gens. Parce que sinon, t'es le fruit, t'es dirigé par tel mode ou tel mode. T'en as un qui va dire, il faut faire comme ça, toi tu vas dire, ah ouais, d'accord. Puis l'autre, il faut faire, ah oui, d'accord. Puis là, ah ouais, d'accord. Ouais, mais toi, tu vas où? Sur quoi tu te fondes? Et c'est pour ça que j'espère aussi que dans ce cours, je vais vous donner des éléments physiologiques concrets que vous pouvez aller vérifier partout, hein, donc c'est vraiment c'est fondé sur la réalité, de manière à ce que aussi vous puissiez avoir votre propre filtre et quand quelqu'un vous propose quelque chose, que vous ayez quand même les connaissances minimales qui vont vous permettre de dire « Ok, ça fait sens. Ok, ça correspond à la réalité, c'est intéressant ce que tu dis, ça m'intéresse, je veux bien écouter. » Puis là, non,
mais là, tu me dis ça, mais en fait, enfin, sérieusement, dans le corps, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, explique-moi un peu, enfin voilà, ça colle pas du tout, quoi. Et qui vont vous permettre d'avoir le minimum vital pour arriver à distinguer le vrai du faux, la mode de ce qui n'est pas la mode, ce qui est adapté pour vous de ce qui n'est pas adapté pour vous. Il y a quelqu'un qui va intervenir là, durant les rencontres de la régénération, qui s'appelle Pierre Etchard, qui est un ami, qui est ostéopathe, mais qui est beaucoup plus que ça, que j'apprécie énormément, et qui a l'habitude de dire on ne peut pas faire l'économie d'avoir un minimum de savoir dans tous les domaines qui touchent à nos besoins vitaux. Parce que nos besoins vitaux, ils sont vitaux par excellence. Et dans ces domaines-là, on ne peut pas se permettre l'approximation. Donc dans ces domaines-là, on doit avoir tous un minimum de connaissances qui nous permettent de séparer le fumeux du pas fumeux. Ok? On est parti dans ma petite histoire. Donc je vous amène dans un nouveau modèle. Alors pourquoi est-ce que je vous amène dans un nouveau modèle? J'imagine que nombre d'entre vous, si vous êtes là, vous êtes en recherche de quelque chose de plus grand, de plus épanouissant en termes de santé. C'est ça globalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour une autre raison? Non, histoire qu'on le règle tout de suite. Problème de mécanique? Ah, tu m'aimes bien. Bon, non, mais c'est bien aussi, hein, ça a son sens. Non, mais globalement. Et je vais vous dire, on est là pour parler de santé. D'ailleurs, il y a peu de temps, j'ai formé des coachs qui seront présents là pendant tout le... Donc des gens qui sont là pour accompagner. Et on s'est, au cours du stage, au cours de la formation, on s'est trouvé une maxime que je trouve super forte. Et cette maxime, c'est « nous, c'est la santé ». Nous, c'est la santé. Et je vais vous dire pourquoi ça me paraît très important, parce que la plupart du temps, quand on s'intéresse à la santé, en vérité, on ne s'intéresse pas à la santé, on s'intéresse à la maladie. C'est-à-dire qu'on définit la santé comme l'absence de maladie. La maladie, ça aussi c'est un mot qu'on va devoir définir, étant la présence de signaux dans le corps qui ne sont pas agréables. Alors, dans le modèle que je vais vous proposer, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles. C'est un peu, on saute d'un monde dans un autre. Donc, dans le monde de Titi, il y a des choses très rigolotes. Dans le monde de Titi, déjà, il n'y a pas de maladie. Waouh! Donc, tu te croyais malade, hop, lève-toi, prends ta paillasse, tu es guéri. Premier miracle de la vie. Hein? Premier miracle. Non, mais dans mon monde, il n'y a pas de maladie. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par ce terme-là. Mais dans ce monde-là, il n'y a déjà pas de maladie. Alors, quand je dis il n'y a pas de maladie, on va s'entendre. Vous allez me dire, non mais attends, il n'y a pas de maladie. Objectivement, il y a des moments où j'ai de la fièvre, je vomis, j'ai des douleurs un peu partout. Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas malade. Je dis, non, 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 non. Dans le monde que je te propose, dans le modèle interprétatif que je te propose, il n'y a pas de maladie. Il y a des symptômes. Les symptômes sont des signaux. Et d'ailleurs, les signaux peuvent être des signaux qui vont être douloureux. Et oui, la douleur est un mécanisme de signal dans le corps extrêmement fort. C'est un peu comme, tu vois, moi quand je monte dans ma voiture, hein, avant dans les voitures, bon, mais tu ne mettais pas ta ceinture de sécurité, on s'en foutait. Il n'y avait pas de signal particulier. Et maintenant, il y a des bips. Et je me suis amusé la première fois, moi j'ai une Volvo, je me suis dit, tiens, on va voir combien de temps ça bip, pour voir si je peux me permettre de rouler sans ma ceinture de sécurité. Donc tu fais d'abord la première minute, ça fait bip, bip, bip. C'est ennuyeux, mais c'est supportable. La deuxième minute, bip, 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 ça commence. Tiens, moi je me suis dit, tiens, on va voir de moi et des Scandinaves qui va tenir le plus longtemps. Je me suis dit, je vais la voir. Au bout de 6 minutes, j'ai craqué. Le bruit, il était quasiment continu, c'était insupportable. J'ai dit, ok, t'as gagné, clac. J'ai mis la ceinture, tu vois. Dans le monde que je vous propose, alors c'est pas le monde, mais dans le modèle interprétatif que je vous propose, il va y avoir des symptômes. Ces symptômes sont des signaux. Ces signaux, on va pouvoir voir leur intensité augmenter. L'augmentation de l'intensité n'est pas forcément agréable. Par contre, ces signaux ne sont pas mal. Or, quand je dis il n'y a pas de maladie, quand tu prends l'étymologie du terme maladie, tu vois, globalement, quand tu dis je suis malade, c'est pas je suis malade. Non, c'est je suis malade. Il y a une connotation négative, une forte charge négative associée au terme de maladie, hein, qui connote, hein, qui montre à quel point on considère le symptôme comme un problème en tant que tel. Dans le monde que je vous propose, il n'y a pas de maladie au sens où les symptômes ne sont pas un événement négatif en tant que tel. Comme la jauge à essence qui nous signale qu'il n'y a plus d'essence. Ce n'est pas négatif, au contraire, heureusement qu'elle nous le signale, parce qu'elle va nous permettre, de prendre des dispositions pour répondre à cette situation.
Donc dans le monde dans lequel je vous propose d'évoluer pendant ces 2 jours, il n'y a pas de maladie, il y a des symptômes. Et ces symptômes sont les meilleurs indicateurs qui vont pouvoir nous guider pour lancer notre enquête, pour essayer de comprendre pourquoi ces symptômes se manifestent. Pourquoi est-ce qu'il y a une alarme qui se déclenche dans votre maison? Dans quelle pièce? À quel endroit il y a une difficulté? Pourquoi est-ce qu'il y a un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord? Pourquoi est-ce qu'il y en a 2? Pourquoi est-ce qu'il y en a 3? Pourquoi est-ce que ça clignote de partout comme un arbre de Noël? Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige dans notre véhicule, dans notre mode de vie, dans notre voiture? D'accord? Donc déjà, dans le monde que je vous propose, il n'y a pas de maladie. Ça, c'est cool. C'est déjà une bonne nouvelle, non? Parce que si vous êtes venu et que vous êtes malade, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas malade. Enfin, vous n'êtes pas malade dans le monde que je vous propose au sens classique du terme. Je vous ai dit aussi, le modèle que je vous propose, on l'appelle, c'est pas un truc que j'ai inventé, je m'inscris dans une école de pensée d'ailleurs qui est très 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 ancienne. On a l'impression que la médecine dite symptomatique actuelle a toujours été là. Quand tu t'intéresses à la médecine d'Hippocrate, par exemple, on est dans une médecine purement vitaliste. Ce modèle vitaliste, il est intéressant parce que, pour montrer à quel point il diffère du modèle classique, il se fonde essentiellement sur la vie, le vivant en nous. Et par exemple, dans le modèle vitaliste, je vais vous dire, alors non seulement il n'y a pas de maladie, mais alors un truc encore plus fou, il n'y a jamais de repos. Il n'y a jamais de repos. Tu sais, souvent, tu vas voir dans mon cours, des fois je vais faire des raccourcis langagiers, je vais dire, quand vous vous reposez, il se passe cela. Quand vous vous reposez, en fait, le repos à l'échelle de la vie n'existe jamais. Et heureusement pour toi, quand tu dors, ton corps il n'est pas à l'arrêt complet, parce que sinon ça serait très très dangereux. Pendant que tu dors, au contraire, il va y avoir des tas de mécanismes qui se passent dans ton corps. On va voir que quand on s'arrête, quand on se repose, la vie en nous, tous ces processus de vie en nous, ils ne s'arrêtent pas, au contraire, ils ont tendance même à exploser. On sera amené à parler par exemple d'un processus qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est s'arrêter, alors s'arrêter de manger, puis souvent s'arrêter d'agir, s'arrêter de bouger, s'arrêter de fonctionner. On arrête de diriger notre énergie vers l'extérieur et on va se rendre compte que dans ces périodes-là, mais au contraire, c'est une explosion de vie à l'intérieur. Donc quand on parle de repos, dans le modèle vitaliste, en fait tout dépend du référentiel. Si tu te places à ton niveau, à toi, de ta conscience, effectivement, il y a des moments où tu dors et tu es au repos. Mais si tu te places au niveau de la vie, c'est-à-dire que tu décales le référentiel, que tu te mets au niveau de la vie en toi, au niveau de la vie en toi, il n'y a jamais de repos. C'est que toute ta vie durant, la vie va agir en toi, en permanence. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu jeûnes pas, que tu boives des jus de carotte ou pas, il y a toujours cette vie qui se manifeste. Et nous, on va se fonder, c'est-à-dire que notre regard, on va le déplacer non pas sur les symptômes qui sont un problème, on va le déplacer sur la vie en nous. Et on va essayer de comprendre quels sont les besoins de la vie en nous et comment les nourrir de la manière la plus adéquate possible pour la faire grandir. Parce que dans le modèle que je vais vous proposer, puisqu'on parle de santé, on va se fonder essentiellement sur cette vitalité, cette capacité du corps. Alors, je vais vous proposer quelques définitions. Ces définitions, elles me sont relativement propres. Ce sont des idées de base, des postulats que je vous propose pour fonctionner ensemble. Alors, on est tous en train de parler de santé, mais moi la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi la santé? C'est quoi la santé? Ah ouais, voilà, tu le dis parce que tu connais la réponse. Non, parce que effectivement, il faut se rendre compte que la plupart du temps, notre définition de la santé est faite par rapport à la présence ou à l'absence de maladies que maintenant on va appeler des symptômes. Tiens, globalement, tu n'as pas de symptômes, tu es en bonne santé. Tu as des symptômes, tu es en mauvaise santé. On est d'accord? Et d'ailleurs, moi, ça m'avait extrêmement choqué parce que je me souviendrai toujours, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo. Et je me souviens d'une expérience que j'avais vécue. Il y avait un ami qui s'appelait Claude, qui était un gars, 40-45 ans, directeur d'entreprise, au taquet tout le temps, il faut le dire. Et avec Claude, on faisait régulièrement du vélo tous ensemble. Et je me souviens, une fois, en début d'été, tu vois, tout le monde était parti pour les vacances, on avait roulé tous ensemble. En fin d'été, je rentre, je retrouve les copains pour aller faire du vélo, et je dis, il est où Claude? Et là, les copains, ils me regardent avec un air un peu atterré, ils me disent, t'es pas au courant, Claude, il est à l'hôpital, là, stade terminal, cancer du pancréas. 2 semaines après, Claude, il avait dégagé. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre quand même. Tu vois, il y avait un truc en moi qui avait été choqué.
Je vous dis, d'un côté, on a un gars qui était en pleine santé, parce qu'il ne présentait pas de symptômes, donc il était en pleine santé, et 2 mois après, le gars, il est mort. Putain, mais si c'est ça la vie, c'est terrible. Ça veut dire que tu as un aléatoire total. C'est-à-dire que tu es vivant, tu es en pleine santé, tu as 45 balais, tu es père de famille, et ainsi de suite, et hop, en 2 mois, tu as dégagé. Tu as un cancer qui s'est développé. Et je m'étais dit, oula, mais attends, si on se fonde uniquement sur les symptômes, c'est très très risqué. Hein, parce que l'état de santé n'est pas, il était objectivement pas en bonne santé. Sinon, tu n'as pas un cancer qui se développe si tu es en bonne santé. Ou en tout cas, ou alors il y a un truc que je n'ai pas du tout compris. Donc je m'étais dit, ok, corréler l'état de santé à la présence ou non de maladie, à la présence ou non de symptômes, c'est très très risqué. Et je vous ferai remarquer qu'il y a énormément d'atteintes qui sont relativement asymptomatiques pendant très très longtemps. Quand on arrive à la phase symptomatique, c'est que déjà l'atteinte a énormément évolué. Donc c'est embêtant de définir l'état de santé à partir de la présence ou de l'absence de symptômes. Donc à partir de quoi est-ce qu'on peut définir l'état de santé? Moi je vais vous proposer une définition qui m'est propre, qui se fonde sur l'observation du vivant. C'est que notre état de santé, c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. Nous, en tant qu'individus, et ce terme il est très fort aussi. Vous savez, quand on s'intéresse à l'étymologie des mots, souvent les mots ils disent énormément. Individu, individu qui ne peut pas être divisé. Là déjà, waouh, ça devrait nous parler. On devrait toujours s'en souvenir. On devrait toujours se dire, ok, je suis un individu, je suis un individu, je suis un individu. Quand on va te dire, oh là, j'ai le foie qui va pas bien, je voudrais faire une détoxification du foie. Je suis un individu. Je suis un individu. Est-ce que je peux agir sur mon foie sans considérer l'ensemble de tout le système? Et vous allez voir que dans mon cours, je vais toujours vous proposer de nous considérer comme des individus. C'est très satisfaisant de penser qu'on peut aller bidouiller dans la boîte noire, là, d'un seul coup, puis dire « Oh là, je vais régler au niveau du foie, puis après je vais faire ça sur le poumon ». Ça nous donne l'impression d'être compétent. Tu vois, on a tout compris au truc, et puis on va agir spécifiquement sur tel ou tel organe. Moi, je vais vous proposer toujours d'être considérés comme des individus, de nous prendre dans notre totalité. D'accord? Eh bien, dans le modèle que je vous propose, nous sommes des individus qui vivons dans un environnement. Notre environnement, c'est tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire notre alimentation, notre rythme de vie, notre relation avec les autres, notre niveau d'exercice, notre qualité de vie, la maison dans laquelle nous vivons, notre famille, notre chien, notre bagnole, enfin, c'est tout notre environnement. Et notre environnement, en permanence, eh bien, il évolue, et nous, on est tenus de nous adapter à notre environnement. Il fait chaud, il fait froid. Il fait, t'as à manger, t'as pas à manger. Tu vis une période de stress, tu vis une période de grand repos. Et en permanence, il faut répondre à ça. Tant que le corps peut s'adapter, tout va bien. Et pour s'adapter, vous allez voir, il va puiser dans des ressources, il a des tas de mécanismes qui peuvent être mis en place pour pouvoir s'adapter à son environnement. Tant que le corps peut s'adapter, tout va bien et ça roule. Il tape dans ses réserves, il tape dans ses ressources, ok, mais tout roule bien. Si le corps n'arrive plus à s'adapter, alors à ce moment-là, il y avoir un signal d'alarme qui va s'allumer. Et ce signal d'alarme, on appelle ça le symptôme. Je vais vous représenter ça d'une manière un peu schématique. Alors, hop. Alors, ceci n'est pas la réalité, ceci est une représentation schématique de la réalité, c'est un modèle. Donc ça, c'est pas toi. D'accord? Mais si on considère la capacité adaptative, 0, c'est 0 adaptation, 0 vitalité, c'est la mort. Et puis, si ça, c'est la limite. Alors, la limite, elle va être propre à chacun. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Elle va être vraiment propre à chacun. Et deuxièmement, elle ne va pas être uniforme dans tous les domaines. T'en as un, il va avoir une bonne capacité adaptative, par exemple, au froid, et puis par rapport à la faim, il va avoir une capacité adaptative qui va être moindre. On va voir quand même que toute la capacité adaptative d'un individu, elle évolue ensemble. C'est-à-dire que si quelqu'un a une très faible capacité adaptative, ça va être dans tous les domaines que ça va quand même être faible. Et si quelqu'un a une capacité adaptative forte, ça va être dans tous les domaines. Cette capacité adaptative, on définira sur quoi elle s'appuie. Elle s'appuie principalement sur le système circulatoire, ce qu'on appelle le système circulatoire dans le corps, sur le système nerveux, sur le système hormonal et sur les ressources. Donc globalement sur tout le corps. Donc oublie, on est des individus, donc c'est la totalité.
Donc, quelque part, tant que on évolue dans les limites de notre capacité adaptative, dans le modèle que je vous propose, ben, tout va bien. Il n'y a pas de signal, il n'y a aucune alarme, tout se passe bien. Notre corps fait sa chimie, il s'équilibre, il tape dans ses ressources, et ainsi de suite. Tout va bien. Si on dépasse notre capacité adaptative, alors à ce moment-là, il y a un signal qui apparaît. Et ce signal, c'est ce qu'on appelle des symptômes. C'est le signal d'alarme qui nous dit ta capacité adaptative est dépassée. Automatiquement, dans le modèle que je vais vous proposer, eh bien, ça va conduire à deux types d'actions. Premièrement, dans un court terme, ramener nos circonstances à notre capacité adaptative, c'est-à-dire ramener ce que nous vivons là-dedans pour ne plus être en alarme. Et deuxièmement, peut-être dans un deuxième temps, augmenter notre capacité adaptative de manière à être capable de s'adapter à plus. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est complètement fumeux ce que je vous raconte? Là, s'il y en a qui rament, ils me font comme ça. Tout va bien? Alors c'est très intéressant. Et vous allez voir, on passe du temps là-dessus. Parce que je vous assure que c'est là que tout se joue. Après, les lavements, les jus de carottes et tout ce que tu veux, tout ça, c'est des recettes. Je veux dire, à la limite, je dirais, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important si tu sais pourquoi tu le fais. On est toujours en train de s'interroger sur le comment. Comment faire ceci, comment faire cela. Et moi, je suis en train de te dire pourquoi. Pourquoi faire ceci? Pourquoi? Parce que si tu as cette conviction, si tu comprends pourquoi tu le fais, tu vas voir que les solutions, tu les trouveras automatiquement. Il y a les solutions que va donner Thierry, il y a les solutions que vont donner des tas d'autres personnes, tu les feras rentrer dans ton cadre et ça va marcher. Alors, au regard de ce que je vous propose, si la santé, c'est notre capacité adaptative, première question, peut-on être en mauvaise santé? Ben non, parce qu'il n'y a pas de négatif. Tu vois, là, ici, là, il n'y a rien en fait. Tu vois, là, je peux effacer la caméra. Attends, hop. Ah mais non, j'ai tout effacé. Hop. Peut-on être en mauvaise santé? Non, on commence au zéro. Tu peux être en petite santé, en faible santé, en moyenne santé, en grande santé, en très grande santé. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître les limites de la santé. Moi, ça m'intéresse. C'est l'un de mes questionnements pour moi-même absolu. C'est où sont les limites? Quand je vois qu'à 45 ans, maintenant j'ai 45 ans, j'ai un niveau de santé qui est radicalement plus grand que ce que j'avais à 25 ans, je me dis, waouh, normalement, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. On m'a présenté la vie comme une lente descente aux enfers, et globalement, enfin, je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, 45 ans, j'avais déjà des couches culottes et je me faisais sous moi, quoi, tu vois, c'était pour moi, t'étais fini à 45 ans. Quand je vois comment je vais bien dans ma tête, dans mon corps actuellement, je me dis, waouh, et hier, je discutais avec quelqu'un, on a discuté, il m'a dit, ouais, moi j'ai 70 ans, j'ai regardé, je dis, waouh, mais c'est cool, parce que 70 ans, le mec, il envoyait, quoi, tu vois, tu sentais que physiquement, moralement, ça tenait la route. Il me dit, c'est cool, parce que moi, pour moi, 70 ans, c'était la fin, quoi, quasiment. Ben, pas du tout. Pas du tout. Donc, un niveau de santé, il peut être petit, il peut être moyen, il peut être grand, ça fluctue, ça va fluctuer en fonction de nos choix, ça va fluctuer en fonction de notre capital à la base, et dans ce cours, ce que je vais vous proposer, c'est d'augmenter votre capital de santé. Et je vais vous dire pourquoi c'est important d'augmenter votre capital de santé. Imaginons... Ah, on va tout effacer. Ah non, c'est pas ça. Ouais, non, la technologie, j'expérimente. Imaginons, on va reprendre le petit schéma que je vous propose. Vous avez une limite qui est ici. Tu es jeune, tu as la patate, tu as beaucoup de ressources nerveuses et ainsi de suite, les dents longues, d'accord? Et t'en veux. Wall Street, c'est pour toi, les États-Unis, c'est pour toi, Dubaï, c'est pour toi, donc tu bosses comme un malade. Tu manges à peu près n'importe quoi. Quand tu as fini de bosser et que tu es crevé, tu vas te donner au squash ou tu vas faire du sport comme un fou. Tu sors en boîte parce que c'est là-bas que ça se passe et ainsi de suite. Bien sûr, tu as des vieux qui sont là pour te dire « petit, fais attention et tout. » Tu dis « mais toi, t'es vieux, tu sais pas vivre. Moi, j'en veux. J'en veux. » Et puis bon, tu as une bonne capacité adaptative. Donc on va dire que ton mode de vie, il est par là. Ok, tu tires sur la machine en permanence. Mais comme tu as une bonne capacité adaptative, on va dire qu'au niveau symptomatique, ça va, ça tient le coup. D'accord? Donc tranquille, tranquille, tranquille. Ça, d'habitude, c'est l'apanage de la jeunesse. Malheureusement, c'est de moins en moins vrai.
Et d'ailleurs, la dernière fois, je disais, j'ai commencé, la dernière fois que j'ai donné une formation, j'ai dit, ah ben je suis content, il y a de plus en plus de jeunes dans mes formations. Et là, je me suis arrêté, je dis, ah non, en fait, c'est la merde, parce qu'ils ne devraient pas être là. Eh non, ils ne devraient pas être là, normalement, les jeunes ne se posent pas des questions de santé. Eh, c'est les vieux, à partir de 40 ans, 45 ans, que tu commences à te poser des questions de santé. Normalement, quand tu es jeune, tu n'as pas de problème de santé à te poser. Tu vas bien. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes, je me suis dit, ah non, ça ne va pas bien du tout. Donc, tu as ce mode de vie qui demande énormément sur ton organisme, qui puise dans les ressources. Et on va voir plus tard dans le cours, dans ces 2 jours, on va voir de quelles ressources je parle. Ça tape dans les ressources, ça puise dans les ressources, sauf que tu as encore pas mal la patate, pas de symptômes. Donc tu es content, tu y vas. Tu as les vieux qui te mettent en garde, mais tu y vas. Et puis, petit à petit, à force de tirer sur la machine, eh bien, ta capacité adaptative, elle diminue. Elle se retrouve là. Bah attends, je te le refais. Non, parce que là, c'est les effets spéciaux du moment. Hein. Attention, elle se retrouve là. Là, tu la vois, hein? Ah non, mais là, c'est parce que c'est à cause du soleil. Ben, virez-moi ce soleil. Bon, ben, je voulais le faire live. Bon alors, on va le faire comme à l'ancienne. Hein. Alors, ma tête, c'est ton mode de vie, d'accord? Et ça, c'est les limites de la capacité adaptative, d'accord? Donc là, tout va bien. Tu vis comme un fou, hein, et tout va bien. Et puis, petit à petit, ta capacité adaptative, elle réduit, elle réduit, elle réduit, elle réduit, elle réduit, elle réduit. Et donc là, ben, automatiquement, ton mode de vie, toi, tu ne le changes pas, tu es toujours au taquet, quoi, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à y avoir des symptômes qui vont apparaître. Ben oui, parce que ton mode de vie, c'est ça, hein, est complètement au-delà de la capacité de ton corps à t'y adapter. Comprenez le principe, hein? Donc les symptômes vont apparaître. Les symptômes vont apparaître, donc tu suis le cursus classique, hein, tu vas, tu commences souvent, hein, on commence par la médecine conventionnelle, qui parfois, sans caricaturer, sur toutes les approches chroniques, n'a pas exactement les réponses adaptées. Donc au bout d'un moment, après, tu te lances dans le chamanisme, la transcendance, tu parles avec l'esprit des morts, et ainsi de suite, enfin, tu cherches une solution. Et un jour de désespérance, tu erres sur Internet, tu sais, un jour de nuit sans lune, tu vois un petit peu, tu vois la scène, tu vois, un petit bourbon à la main et tout. Et là, tu tombes sur les vidéos. Donc globalement, tu as un mec qui fait 34 kilos, avec les joues comme ça, qui n'a pas de dents, et oui, je parlais de santé. Donc déjà, le fait que tu n'éteignes pas la vidéo immédiatement est signe que tu n'es pas en bonne santé. Tu es désespéré. Tu es bon pour te faire verrouiller. Là, le mec, il est bon. Parce que déjà, si tu t'enfuis pas, c'est le mec qui peut te vendre n'importe quoi, tu es bon. Donc le gars, globalement, il t'explique que si tu vas pas bien, c'est parce que tu t'es pas mis assez de jus de carotte en lavement et tout. Toi, tu es là, tu notes scrupuleusement. Tu notes scrupuleusement, tu dis, ok, d'accord, c'est ça. Bah, et le lendemain matin, tu commences à changer des choses en fonction de ce que tu as appris. Et là, ô merveille, tu vas mieux. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des dents pour dire des trucs... voilà. Tu vas mieux. Alors, tu vas mieux, c'est intéressant. J'ai envie... Vous n'y pas trop. Si on continue notre schéma comme ça, j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que là, je vais expliquer. Vous avez votre mode de vie. Donc, votre mode de vie, c'est ma tête. Hein. Vous avez votre capacité adaptative. Votre capacité adaptative, elle a réduit. Hein. Donc, votre mode de vie est passé au-delà de votre capacité adaptative. Donc là, il y a des symptômes. Là, vous rencontrez le gourou, hein, il vous dit, il faut que tu changes tout, il faut que tu te mettes à faire des jus de carottes, tatati, tatata, que tu te reposes et tout. D'un seul coup, qu'est-ce que vous faites? Votre mode de vie? T'as vu les effets spéciaux, hein? Impressionnant. Tu ramènes ton mode de vie dans les limites de ta capacité adaptative. Donc là, cool, il n'y a plus de symptômes. Donc là, tu dis, génial, il n'y a plus de symptômes. Par contre, j'ai une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. La condition première qui a fait que les symptômes sont apparus, la parution, hein, la condition première qui a fait que les symptômes sont apparus, c'est parce que votre capacité adaptative avait diminué.
Et là, en faisant le petit tour de passe-passe, vous n'avez pas touché à votre capacité adaptative. Qu'est-ce que ça va donner comme situation? Ça va donner une situation dans laquelle, en un moment de votre vie, vous étiez malade, d'accord? Vous changez votre alimentation, vous changez votre mode de vie, et ainsi de suite, hein, vous n'avez plus de symptômes. Par contre, le truc, c'est que chaque fois que tu vas chez un ami, que tu ne peux pas avoir ton jus de carotte bio à 7h30 le matin, suivi de ta séance de sophrologie à 8h45, suivi de ta période de méditation, suivi de ton petit bain froid et ainsi de suite, chaque fois que tu n'as pas ça exactement réglé comme il le faut, tu t'effondres complètement. Et ça peut être problématique. Parce que si tu ne réponds pas à la condition première qui est l'épuisement de ta capacité adaptative, eh bien, petit à petit, si tu n'y réponds pas et si tu ne fais rien pour y répondre, elle va continuer à réduire et tu vas te retrouver dans une situation que je vois trop fréquemment de personnes qui me disent « Ok, j'ai réformé mon alimentation, je vais mieux. » Sauf que 2 ans après, les réformes qu'elles avaient fait précédemment, elles ne suffisent plus. Il faut être encore plus rigoureux. Et puis 2 ans après, il faut être encore plus rigoureux. Et puis 2 ans après, il faut être encore plus rigoureux, encore plus excluant. Elle tolère de moins en moins de choses, elle tolère de moins en moins d'alimentation, elle tolère de moins en moins de circonstances de vie, et ainsi de suite. Et chaque fois, j'ai tendance à dire, attention, ça, c'est pas un signe d'amélioration de la santé, c'est un signe de dégradation de la santé. Une personne en bonne santé est une personne qui s'adapte. Plus tu es capable de t'adapter, plus tu es en santé. Globalement, moi, c'est génial pour voir l'état de santé des personnes, c'est l'organisation d'un festival comme celui-là. Dans l'organisation d'un festival comme celui-là, les sollicitations, elles sont de partout. Ben là, tu vois les personnes. D'un seul coup, quand ça commence à s'affoler, tu as le talkie-walkie qui sonne de partout et tout, tu as ceux qui prennent les informations, qui arrivent à les traiter tranquillement. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Tiens, je les classe, ok, oui, non, sans, je sais pas, on voit ça tout à l'heure, et ainsi de suite. Qui restent cool, tranquilles. Et puis tu as les personnes qui, d'un seul coup, et puis avec donc les catharsis émotionnelles et ainsi de suite. C'est pas un reproche, c'est un témoignage. C'est un témoignage du débordement complet de leur capacité adaptative. Donc, la priorité dans ce cours, ça va être de parler des réformes de l'hygiène de vie. Oui, ça va être aussi de parler de renforcement. Parce que plus vous êtes fort, plus les circonstances extérieures, vous en rigolez. Et moi, c'est mon principe. C'est-à-dire que je n'attends pas, je veux dire, on vit dans un monde qui, d'après moi d'ailleurs, est de plus en plus éloigné en termes d'environnement, de ce qui correspond réellement à nos besoins vitaux. Donc il est primordial de développer une bonne capacité adaptative. Tu ne peux pas toujours demander à ton environnement de se mettre à la hauteur de ta faiblesse. Je veux dire, des gens épuisés, des gens fatigués, des gens malades, il n'y a rien, excusez-moi l'expression, c'est assez vulgaire, mais il n'y a rien de plus chiant pour son environnement. C'est horrible, jamais rien ne va. Il faut toujours respecter leurs besoins, il faut toujours être très attentif, de ne pas les blesser, de ne pas les violenter, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop fort, c'est toujours trop chaud, trop froid, c'est pas exactement le bon aliment et tout. Putain, sérieux, oh! T'as fini de nous les briser, là? Je provoque, mais c'est réellement ça. Plus vous êtes faible, plus vous allez demander à votre environnement de se mettre à la hauteur de votre faiblesse. Plus vous êtes fort, plus vous allez pouvoir vous adapter à votre environnement. Si on définit la santé comme cette force à s'adapter, cultiver la santé, c'est cultiver la possibilité de s'adapter à un environnement de plus en plus diversifié. Et je vous dis, je pense que c'est un challenge qui est vraiment important. À une époque où on nous parle tout le temps de pollution environnementale de plus en plus grande, il y a des domaines dans lesquels on peut agir, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas agir. Moi, je sais que la dernière fois, j'étais chez moi, j'étais en train de faire mon potager, toi tu es heureux. J'étais heureux en train de faire mon potager avec mes gamins. Hein, et là, il y a un copain qui passe, je dis, ouais, c'est belle la vie, tu vois, je fais mon potager, il y a les enfants qui jouent là et tout. Lui, il regarde le ciel, il dit, ah non, mais c'est l'horreur, regarde, il y a les avions, ils font des épandages aériens et tout. Bon, déjà, le copain, tu vois, très cool. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, aux avions qui font des épandages aériens? C'est vrai, c'est faux, peu importe. Je ne vais pas prendre un lance-roquette et dézinguer tous les avions qui passent. Donc, par rapport à un environnement dont la qualité objectivement se dégrade, je pense qu'il est très important. Alors, il est important de faire en sorte que nous pouvons, à notre échelle, pour minimiser cette dégradation, c'est évident, mais parallèlement à ça, augmenter notre capacité adaptative de manière à répondre de manière favorable à cet environnement.
Et ça, c'est un vrai challenge. Je vous disais tout à l'heure, je vois de plus en plus de jeunes personnes venir à mes stages. Alors au début, je me réjouissais, maintenant je m'en inquiète. Hein. Il y a un phénomène, par exemple, actuellement, qui est en train vraiment de prendre une ampleur massive, qui est encore... Il y a des vents. C'est bien, ça fait la ventilation. Mais qui est encore peu étudié, très peu étudié, qui était quasiment pas enseigné en faculté de médecine dans les années 90, pour vous dire que c'était un phénomène qui était ultra marginal. C'est ce qu'on appelle par exemple les troubles du spectre autistique chez les enfants. Troubles du spectre autistique, hein, c'est une grande galaxie qui va de l'autisme vrai, entre guillemets, c'est-à-dire l'autisme non verbal, ce sont des enfants, pas de contact, pas de langage, pas de contact visuel et ainsi de suite, à tout ce qui est des autres dimensions du spectre autistique. On parle de syndrome d'Asperger et de toutes les formes de dyspraxie, dysorthographie, dyslexie lourde. Donc c'est toute une enveloppe. Eh bien, les phénomènes de l'autisme, je vous dis, dans les années 90, ils n'étaient pas enseignés en faculté de médecine parce que c'était de l'ordre de la maladie marginale. On est passé dans les années 2000, dans les pays développés, à un enfant sur 2000 ou 3000 qui présentait les symptômes de l'autisme, à un enfant sur 100. Puis dans les années 2010, on était à un enfant sur 50 à peu près. Actuellement, Angleterre-France, on parle d'un enfant sur 25. Moi je sais qu'on a le grand à la maison, mon fils, jusqu'à présent il n'avait pas été scolarisé, il a été scolarisé cette année. Dans sa classe, objectivement, quand j'ai fait le tour, c'est une petite classe, en plus on est en zone de montagne, c'est classe unique, donc tu devrais te dire dans un environnement plutôt privilégié. Hein, c'est une classe, il y a maternelle, primaire, dans une seule classe, ils sont 11 élèves. Tu vois, plutôt parents, agriculteurs, en pleine zone de montagne, ça devrait être plutôt pas mal. Sur les 11, il y en a 5 qui présentent un handicap de type comportemental autistique. Il y en a 2 qui sont objectivement traités, diagnostiqués comme tels, et il y en a 3 autres qui ont des dyspraxies, dysorthographies tellement fortes qu'ils sont obligés d'avoir des aides au niveau de l'apprentissage. C'est effrayant. Et ça signale simplement le déphasage qu'il y a complètement entre notre capacité adaptative et notre environnement. Si tu vis dans un monde dans lequel la capacité, la force, la vitalité des individus va dans ce sens-là, et que l'environnement va dans ce sens-là, obligatoirement la distance entre les deux, elle devient de plus en plus forte. Et la manifestation symptomatique va être de plus en plus forte. Alors le challenge, bien sûr, c'est de jouer sur notre environnement, de faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'on revienne à des conditions de vie qui sont le plus proches possible de nos besoins, et on va les définir, ça c'est vrai, et je pense que tous autant que nous sommes, on est investis là-dedans, chacun à notre échelle, mais on a aussi une responsabilité individuelle. Et dans ce cours, on va parler uniquement de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que votre environnement, il est ce qu'il est. On peut le faire évoluer. C'est de votre devoir de le faire évoluer autant que vous pouvez le faire. Moi, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire, vous. Et ça, c'est fondamental. Alors, je vous le dis aussi parce que je me suis retrouvé confronté il y a quelque temps, un ami d'amis. Donc, je ne suis pas thérapeute, je ne donne pas de consultation, je ne pose pas de diagnostic. Moi, je suis juste, je me définis comme un enseignant de santé. Il se trouve que parfois, on me parle d'un ami, et donc il y a un ami qui me dit, voilà, j'ai un copain, il a un cancer en stade assez avancé, est-ce que tu voudrais lui parler? Donc je vais voir le gars, on discute ensemble, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a déjà eu 2 rounds de chimiothérapie, il ne va pas bien, il va de moins en moins bien. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi il allait de moins en moins bien, que peut-être que voilà, c'était l'un et l'autre étaient liés, peu importe. Au bout d'un moment, donc, je lui ai expliqué tout mon pataquès, et là, il y avait son épouse qui était là, et qui à un moment m'arrête, et elle me dit, écoute, tu es très sympathique, par contre, il y a un gros problème là, tu es en train d'expliquer à mon mari qu'il est responsable du cancer qui s'est développé en lui. Et elle me dit, ça, pour moi, c'est inacceptable. Elle me dit, c'est insupportable d'entendre quelque chose comme ça. Alors, moi, tu vois, il y a eu le petit moment de pause, là. Tu veux un jus de carotte? Et là, j'ai réfléchi, je lui ai dit, écoute, toi, je me suis dit, comment tu réponds? Parce que, effectivement, cette dame, elle voit son mari qui est en train de partir, donc tu vois, pour elle, tu vois, la charge émotionnelle était très forte. Je me dis, bon, faut pas la prendre de haut non plus, tu vois, faut être bienveillant. J'ai pris le temps de réfléchir, je lui ai dit, écoute,
Est-ce que tu préférerais que je dise à ton mari qu'il n'a aucune responsabilité sur ce qui lui arrive? Ça veut dire que s'il n'a aucune responsabilité, il n'a aucune prise sur ce qui lui arrive, il ne peut rien y changer. C'est inéluctable, c'est arbitraire, et il ne peut rien y faire. Ou est-ce que je peux lui dire qu'il est responsable de la situation, responsable ne voulant pas dire coupable, et parce qu'il est responsable, alors à ce moment-là, il a les mains sur les joysticks qui vont lui permettre de changer la situation. Et là, tout de suite, j'ai senti dans ses yeux, ding-ding, que ça changeait quelque chose. Donc, dans le cours que je vais vous présenter un cours qui est fondé sur des individus responsables. Parce qu'au final, on a quand même fait des choix. Souvent, ce sont des choix qui sont faits par défaut. On n'est pas conscient des choix que l'on fait. On est pris dans quelque chose, on est pris dans une culture, et ainsi de suite. Mais la plupart du temps, ce sont des choix quand même qu'on a fait à la base. Et tant mieux, parce que si on a fait des choix, ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choix qui sont autres. Et ce que je vais vous proposer, c'est, si vous êtes dans une situation là, actuellement, qui ne vous convient pas, ça va être de considérer quelles peuvent être les circonstances qui ont amené à cette situation et de faire des choix qui soient autres, pour amener à d'autres résultats. Einstein disait toujours, la folie, la définition de la folie pour lui, c'était de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'échelle de notre vie, souvent, il y a des situations de vie dans lesquelles on est, tu vois, on se lève le matin, on est en vrac, on dit « j'en ai marre d'être en vrac » et ainsi de suite. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait la veille au soir? Tu t'es couché à 2h du matin après avoir passé ton temps sur un écran. Je veux dire, faire toujours la même chose et en attendre un résultat différent, oui, c'est vraiment la folie. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de changer notre façon de faire et donc d'en avoir automatiquement un résultat différent. Parce que si on change nos circonstances de vie, eh ben, tu changes tes résultats. Si tu te mets à plus dormir, je peux te dire que n'importe qui dans cette salle va aller beaucoup mieux. On est tous en grosse dette de sommeil. Donc on va avoir des choses très très simples. Ça vous va? Vous n'êtes pas perdus? Tranquille. Alors, petite précision aussi. Il y en a peut-être certains parmi vous qui connaissent toutes mes vidéos depuis l'époque où il n'y avait pas de dents. D'accord? Donc vous allez vous dire, ce que j'entends ici, je le connais déjà. Je vous en prie, ne fermez pas votre entendement, parce que la façon dont je vais vous le présenter, le fil logique que je vais suivre, va certainement pouvoir vous amener à quelque chose que vous n'avez pas pu atteindre précédemment, parce que sinon vous ne seriez pas là. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas encore eu les réponses, ou seulement parce que vous m'aimez beaucoup, bon ça c'est possible aussi, mais vous n'avez pas pu avoir les réponses que vous entendiez. Et vraiment, le fil logique que je vais vous faire suivre va passer par des choses très 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 simples. La plupart du temps, on a trop d'informations. On a beaucoup trop d'informations. Moi, je vais essayer de vous apprendre quelles sont les conditions normales de base pour que ça puisse fonctionner. Et pour conduire une voiture, tu n'as pas besoin de connaître la mécanique. Hein, tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est tourner la clé, hein, de connaître la jauge à essence, le niveau d'huile, de connaître des petites choses comme ça qui sont essentielles pour le fonctionnement du véhicule. On n'a pas besoin d'être un expert en mécanique. Donc nous, on ne va pas devenir des experts en physiologie, on ne va pas devenir des experts en biologie humaine. Hein. On va simplement, je vais essayer de lister le minimum d'informations, et ça pour moi c'est important, on va aller vraiment au minimum. Hein? Je ne cherche pas à développer un modèle le plus complexe possible, au contraire je cherche à développer le modèle le plus simple possible. Quel est le minimum d'informations nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse fonctionner, qu'on puisse bien fonctionner? On est parti? Alors, on a déjà brassé quelques trucs, donc ne fermez pas votre entendement, même s'il y a des mots que vous connaissez, abordez ça comme si c'était neuf, comme si vous ne m'aviez jamais entendu. Alors, qu'est-ce que la santé? La santé, dans le modèle que je vous propose, c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. Adaptation physique, adaptation psychologique. Cette adaptation, elle passe par des mécanismes adaptatifs à l'intérieur du corps. Pour illustrer ça, par exemple, vous avez déjà entendu parler d'un phénomène qu'on appelle, par exemple, la déminéralisation. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce terme. La déminéralisation est une circonstance dans laquelle finalement on reconnaît que les réserves du corps en minéraux ne sont plus suffisantes pour permettre les constructions normales dans le corps, les mécanismes normaux dans le corps, en sachant que les minéraux servent, tu sais, quand on parle de déminéralisation, on pense toujours que tu as les os et les dents qui vont charger. En réalité, les minéraux, tu as énormément de calcium par exemple qui est utilisé au niveau du système nerveux, donc la déminéralisation elle est aussi en lien avec les phénomènes de dépression et ainsi de suite. Donc, tu peux entendre parler de ce phénomène de déminéralisation. Eh bien,
Quand je parle de capacité adaptative, par exemple, on verra plus tard que les minéraux dans le corps sont certainement les meilleurs moyens de venir équilibrer une production de déchets dans le corps qu'on appelle la production acide. Donc, la capacité adaptative du corps, elle va être bonne tant qu'il va y avoir suffisamment de minéraux pour venir équilibrer la production d'acide dans le corps. D'accord ? Quand tu tapes dans tes stocks, tu tapes dans tes stocks, tu tapes dans tes stocks, au début, si tu as beaucoup de stocks, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Tu tapes dans tes stocks, il n'y a aucun souci. C'est un peu comme, tu vois, je veux dire, imaginons tu es rentier. Tu nais, tu as un compte en banque qui est gros comme ça. D'accord ? Bon, ben, peu importe que tu naisses avec un compte en banque qui est gros comme ça ou que tu aies un compte en banque qui soit petit comme ça. D'accord ? Si tous les mois tu fais cracher la carte bleue et que tu n'as pas de rentrée qui soit en regard de tes dépenses, automatiquement, il va y avoir une diminution de tes stocks. Automatiquement. Alors, si tu es né avec un gros capital, ben, le moment où tu vas atteindre le point zéro va arriver plus tard que si tu es né avec un petit capital. Mais il n'empêche, dans les deux cas, tu vas atteindre le point zéro, tôt ou tard. Hein. Et quand tu atteins le point zéro, ben, ta capacité adaptative au niveau financier, elle est réduite à zéro. Hein. Tant que tu as de l'argent sur ton compte, hein, on te dit « Ah, il faut acheter ça, il faut acheter ça ». Pas de problème, je m'adapte, je paye. D'accord ? Donc vous voyez le parallèle ? C'est clair pour tout le monde ? Donc notre santé, c'est notre capacité à nous adapter. Et dans ce cours, on va vraiment faire en sorte d'apprendre à augmenter cette capacité adaptative. On ne peut pas être en mauvaise santé. On peut avoir une santé faible, très faible, extrêmement faible, réduite à quasi néant. Et moi, par exemple, dans mon histoire de vie, il y a eu un moment de ma vie où ma santé, elle était réduite à quasi zéro. Hein, j'étais plus qu'une toute petite braise. Il n'y avait plus rien en moi qui était vivant. Hein. Je faisais 30 kilos, j'étais dans un fauteuil roulant, j'étais un macabé, un zombie littéralement. D'ailleurs, même dans ma tête, ça ne fonctionnait plus, tout était ralenti, j'ai plus aucun souvenir de cette période, c'est tout blanc quoi. Il y a une amnésie totale, j'ai plusieurs années dont je ne me souviens absolument pas, parce que tous mes processus étaient arrêtés dans le corps. Donc c'était quasiment mort. Mais je n'étais pas en mauvaise santé, j'étais en santé ultra faible. Alors la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on va montrer dans ce cours-là aussi, c'est que même à partir d'une santé aussi faible que ça, eh bien, la preuve qu'on peut remonter. Et souvent l'analogie que je prends, c'est l'analogie de la braise. C'est-à-dire si tu as une petite braise dans ton feu, à partir de cette petite braise, avec intelligence. Alors il ne faut pas... C'est là où vraiment on va voir que l'adaptation individuelle, elle est importante. Parce que si tu as ta braise dans ton feu, et puis tu as quelqu'un qui te dit « Oh, pour alimenter un feu, il faut mettre du bois ». Alors toi, t'arrives, t'as ta petite braise qui est là, t'arrives, ta belle bûche de chêne, tu sais, ça comme ça. Tu dis, oh, il faut mettre du bois. T'arrives, poum. Ah ben tant pis. Dégagez la braise. Non mais ça c'est important. Parce que toi, t'as un niveau de vitalité qui est comme ça. Et puis t'as le caporal Joli Thorax qui arrive, qui dit « Oh, moi je me suis mis en santé en faisant 18 jours de jeûne sec, en pleine dans une grotte de l'Himalaya, tout nu, et ainsi de suite. » Alors tu te dis « Ah ben lui, s'il a fait ça, il faut que je fasse pareil. » Et c'est ça le problème. Actuellement, particulièrement avec le développement d'Internet, t'as des tas de gens qui te disent « Alors moi j'ai fait ça, et ouah, je suis en pleine santé. » Alors toi, on a tendance à se dire « Ah ben je vais faire pareil, et moi aussi j'aurai la santé comme lui. » Puis pour peu que le mec, il ait des gros muscles et ainsi de suite, tu te dis, le mec il est bronzé, il a des gros muscles, il vit à Miami, bon ben je vais faire pareil que lui, j'aurai des gros muscles, j'aurai une nana comme lui, j'aurai un pick-up américain, tout va aller bien. Alors qu'en vérité, la solution qui a été valable pour lui n'est peut-être pas, ou certainement pas, la bonne pour toi. Par contre, les principes sur lesquels il s'est fondé, là oui, ça t'intéresse. Parce que les principes, ils sont communs à tout le monde. Donc pour reprendre l'analogie de notre braise, si on considère notre état de santé comme ce feu, d'une certaine manière, et ce n'est qu'une analogie, hein, ben, si vous avez une petite braise, oui, il va falloir amener du bois. Mais il va falloir amener du bois avec intelligence. Tu vois, quand tu as une petite braise, tu commences à mettre des petites brindilles, puis tu mets les petites brindilles sous forme de tipi, tu fais une petite niche pour le feu. Moi, c'est ce que j'apprends aux enfants. Je leur dis, vous faites une petite cage pour le feu. Hein. Et puis, dans cette cage, tu vas même peut-être pouvoir souffler. Puis on te dit, oui, pour que le feu, il prenne, il faut apporter de l'oxygène. Sauf que si tu as ta braise, puis que tu arrives, tu fais, bon, mais ta braise, tant pis. Dégagée. Elle est éteinte. Non, non, il va falloir souffler doucement sur ta braise. Et puis tu vas souffler doucement, puis ta braise elle va rougeoyer un peu plus. Waouh, là déjà tu sens qu'il y a un truc. Et là tu rajoutes quelques petites branchettes,
tu souffles à nouveau. Puis il va y avoir le moment, bam, où il va y avoir la première flamme. Alors là, quand il y a la première flamme, là, tu te dis, waouh, on est sur la bonne direction. Mais attention, il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler, parce qu'au moment où il y a la première flamme, tout n'est pas encore gagné. Hein. Tu n'as pas encore assez d'inertie. Quand tu as le gros feu qui envoie, alors là, tu peux te permettre, tu peux même pisser sur le feu, ça ne va rien changer. Mais là, si tu es obligé de faire pipi sur ta braise, ça t'a marché. Donc là, tu as la première flamme qui arrive. Et là, tu continues à alimenter avec ton bois de manière intelligente, adaptée, individualisée. Le principe, c'est toujours le même. Pour faire en sorte qu'un feu prospère, il faut amener du bois, il faut amener de l'oxygène. D'accord? Mais suivant si tu as une petite braise ou suivant si tu as un énorme feu, la façon de le faire va être complètement différente. Ça va être aussi le but de secours. D'accord? On ne met pas une grosse bûche de chêne sur une braise. Et on ne s'embête pas à mettre des brindilles quand tu as un feu énorme. On ne fout pas des brindilles, on bazarde des grosses bûches. Et ça aussi, ça va vous parler beaucoup à chacun d'entre vous. C'est plus le niveau est faible, plus on va pouvoir y aller doucement, uniquement, et plus ça va prendre du temps. Et ça, c'est énervant. Parce que toi, tu es extrêmement faible, tu as envie que ça aille vite. Mais non, ça c'est une loi naturelle, c'est comme avec le feu. Si j'ai une petite braise, il va falloir que je prenne le temps et que j'accepte ce temps, parce que c'est un temps inéluctable. C'est le processus qui va me permettre de partir du petit feu pour aller vers le grand feu. On ne peut pas faire autrement. Donc attention, parce qu'on est toujours tenté de prendre des raccourcis, on est toujours tenté d'aller plus vite, on est toujours tenté de dire oh, on va faire plus, parce que dans notre tête, plus c'est mieux. Non, plus c'est pas mieux. Plus c'est plus. Dans certains cas, plus c'est mieux, dans d'autres cas, plus c'est moins bien. Hein, plus faible, plus. Non, plus c'est pas mieux. Donc il va s'agir de trouver l'adaptation individuelle. Et ça va être très très important. Et cette adaptation individuelle, il n'y a que vous qui allez pouvoir la faire. Et pour faire l'adaptation individuelle, il va falloir aussi accepter des essais et des erreurs. Si on inclut que l'erreur est un processus normal des processus d'apprentissage, on est une civilisation là aussi qui a connoté de façon négative l'erreur. Hein, l'erreur est sanctionnée. On a tous passé par le modèle scolaire dans lequel quand tu fais une erreur, tu es sanctionné. Ça, c'est vraiment dommage. Ça prouve que le modèle scolaire actuellement ne connaît pas grand-chose des sciences cognitives. Parce que dans les sciences cognitives, on t'apprend que l'erreur est un processus normal du processus d'apprentissage. Si on sanctionne l'erreur, on bloque le processus d'apprentissage. Donc avec le vivant, surtout si vous évoluez dans un nouveau monde, dans un nouveau paradigme, dans un nouveau modèle, il va falloir accepter les erreurs. Les erreurs, c'est la manière que vous avez de jauger de votre capacité adaptative. Tu vois, tu mets quelque chose en place, puis là, ça sonne. Oula, je suis allé trop loin, je fais un pas en arrière. Hein. Puis quelques temps après, tu vas refaire un pas parce que tu dis, oula, mais entre-temps, je me suis renforcé. Voyons. Ah, ça sonne pas. Et ça passe, c'est génial. Donc petit à petit, pour s'étalonner. J'ai une amie là par exemple, tu vois, qui avait l'habitude de faire des jeûnes, et puis elle me disait, moi au bout de 2 jours de jeûne, c'est plus possible, quoi. Les symptômes ils sont trop importants, je vomis, c'est insupportable, j'y arrive pas, je suis en train de bloquer. Donc elle me disait, je ne veux plus jeûner 2 jours parce qu'au bout du 2e jour, j'ai trop peur de l'état que ça va induire, donc je préfère m'arrêter avant. Moi je lui dis, écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu vas faire des tas de séries de jeûnes d'une journée pour commencer à nettoyer le système, et puis après tu te relances. Et je peux vous dire que le jour où elle a commencé à passer le 2e jour, tu vois, c'était la nuit du 2e jour. Chaque fois, c'était en pleine nuit que ça se déclenchait pour elle. En début de nuit, elle m'a dit, j'espère que ça va bien se passer. Tu vois, elle avait comme ça. Puis le lendemain matin, je l'ai croisée, je lui ai dit, alors comment ça va? Elle me dit, c'est passé. Ok. Et depuis, elle peut faire 2 jours, c'est gagné. Elle a pu faire un petit pas de plus. Et maintenant, le prochain, ça sera un pas de plus. Et un pas de plus. Et un pas de plus. Et petit à petit, chaque fois, eh bien, tu étends ta capacité adaptative. Donc, tu augmentes ton niveau de santé. Et vous avez bien compris que plus votre niveau de santé augmente, ben moins il y a de symptômes. Donc plus vous êtes en santé, moins il y a de manifestations symptomatiques qu'on appelle la maladie. Comprenez comment ça fonctionne? Donc on ne va pas combattre les maladies, on va augmenter le niveau de santé. Et ce faisant, les maladies n'apparaîtront plus. Donc on ne perd pas du temps. Donc c'est pour ça que je tiens toujours à préciser, si vous venez me parler en me disant voilà j'ai telle ou telle maladie, je ne suis pas médecin, je ne connais pas les maladies, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, je ne sais pas les traiter, je ne sais pas m'occuper de la maladie, c'est pas mon credo. C'est d'ailleurs en ce sens-là que je pense vraiment qu'il n'y a pas à opposer l'approche vitaliste et l'approche symptomatique. Parfois les symptômes sont tellement forts qu'on ne peut rien faire d'autre
que de couper les symptômes, parce qu'ils sont insupportables, ces symptômes, ils sont trop forts. Et à ce moment-là, heureusement qu'on a une médecine symptomatique. Tu vois, quand moi je me fais tomber une remorque sur la jambe, ok, hein, la douleur que j'éprouve n'est qu'un symptôme, mais c'est quand même un symptôme monstrueux, c'est horrible, ça pisse le sang de partout. Donc heureusement qu'on a une approche symptomatique avec des antidouleurs, avec des antalgiques qui me permettent de supporter la douleur. Heureusement qu'on a ça. D'accord? Ce sont deux phénomènes qui peuvent vivre en permanence. C'est-à-dire que, globalement, si tu cultives ton état de santé, bien, rapidement, les symptômes ne vont plus apparaître. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de contrecarrer les symptômes. Tu n'es plus jamais malade. Parce que plus jamais, tu ne dépasses ta capacité adaptative. Alors, dans notre petite aventure, dans ce nouveau modèle, j'ai deux principes sur lesquels je voudrais me fonder, qui sont fondamentaux. Vous m'avez déjà longtemps entendu parler de ça, mais ces deux principes, ce sont des principes qui sont propres aux vivants et qu'on ignore. C'est ce qui me fait dire qu'on a en nous un capital gigantesque et qu'on vit comme des mendiants d'une certaine manière. Le premier principe sur lequel je vais travailler s'appelle le principe de l'homéostasie. Ce principe, il a été mis en lumière par un physiologiste qui s'appelait Claude Bernard, dans les années 40, je crois, de mémoire. Claude Bernard, un grand médecin physiologiste français, qui a parlé, qui a montré que tous les systèmes vivants partageaient une caractéristique propre qu'on appelle l'homéostasie. Pour comprendre ce que c'est que l'homéostasie, je vais essayer de vous le démontrer par l'inverse. Alors là, le problème, c'est que l'écran, il ne va pas nous permettre. J'avais un petit bout de film à vous passer. Donc, je vais vous faire le film moi-même. Ah non, mais c'est encore mieux, hein. C'est comme avec Charlie Chaplin. Vous savez, des fois, moi ça m'est arrivé dans des films de voir des scènes, et ces scènes, elles ont une dimension qu'on réalise petit à petit. C'est un film que j'avais vu quand j'étais jeune, qui avait été réalisé par un réalisateur américain qui s'appelle John Carpenter. C'est celui qui avait réalisé la série des Vendredis 13. Ça va vous dire quelque chose. Moi, quand j'étais petit, c'est les films qu'on regardait pour se faire peur. Et il a réalisé un film, c'est l'interprétation d'un livre d'un auteur qui s'appelle Stephen King, qui avait écrit une histoire qui s'appelait Christine. Christine, c'est l'histoire d'une voiture hantée. Ah, c'est comme ça, il y a une voiture qui est hantée. C'est une Plymouth Fury, je crois 58, un truc toi, magnifique avec les ailes à l'arrière et tout. Et donc dans cette histoire, il y a un jeune gars, plutôt le genre binoclard boutonneux, tu vois, à qui rien ne réussit, qui trouve dans une casse une voiture, et en fait cette voiture elle est hantée et elle va littéralement l'envoûter. D'accord? Et puis lui qui était le mec à qui rien ne réussissait, ben, tout va lui réussir jusqu'au jour où il va se faire manger par sa propre voiture. Enfin, c'est une histoire un peu alambiquée, c'est du Stephen King. Il n'empêche qu'il y a une scène dans le film qui est vraiment très intéressante, c'est la scène où Arnie, le héros, se rend compte que la voiture est hantée. Elle est vraiment super intéressante. Si vous tapez sur internet, vous tapez Christine, le nom du film, et vous tapez Show Me, montre-moi. C'est le nom de la scène. Vous allez voir, elle dure 2 minutes. Là, malheureusement, l'écran ne va pas pouvoir le faire. Mais je vous la raconte. Arnie, ça fait des semaines qu'il a ramené cette voiture dans son atelier. Cette voiture complètement cabossée. Ça fait des semaines qu'il essaye de la réparer. C'est pas un bon mécanicien. Et ça va vraiment parler aussi de notre histoire. Ça fait des semaines qu'il essaye de la réparer. Et là, c'est le soir. Et il est en train de réaliser qu'il ne va pas y arriver. Il n'a pas les compétences pour réparer cette voiture. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à réparer cette voiture. Alors là, il se met sur le capot, ou sur la tôle de la voiture, et puis là, toi, il lui parle à la voiture, il dit « Écoute, ma vieille, je vais pas y arriver. Quoi. Sérieux, j'ai fait tout ce que je pouvais. » Donc il te le fait en américain, hein, ça a plus de gueule, hein, toi, puis avec la voix vachement plus virile que la mienne, quoi. Donc, listen, guy, voilà. Donc bon, moi je te le fais en français, donc il dit, bah écoute, j'arrive pas à te restaurer, voilà. Et là, il se retourne et il part, tu vois, globalement on sent que ce qui va suivre dans la scène, c'est il va éteindre la lumière de l'atelier puis il va aller se coucher, quoi. Tu vois, pour lui c'est foutu. Et au moment où il est en train de s'éloigner de la voiture, on entend... Ça c'était un craquement. On entend un craquement. Et là, Arnie se retourne, et il y avait un gros filtre à air chromé qui était entièrement cabossé. Et là, le filtre à air, il a repris sa forme normale. Alors là, on voit Arnie qui commence à réfléchir. Il comprend que la voiture est hantée,
Et là, il fait un pas de recul, tu vois, il s'éloigne. Bon, c'est de la scène, hein, tu vois, je veux dire. Il se met face à la bagnole, il la regarde comme ça, et il fait « Ok, show me. Ok, montre-moi. » Et là, on voit la voiture qui, sous nos yeux, se reconstruit. Alors, effet spécial des années 80. Donc, faut être bienveillant. Hein. C'est un peu comme quand tu regardes le premier épisode de La Guerre des Étoiles. Quoi. Tu vois, tu sens quand même qu'on a évolué depuis. Mais il n'empêche que tu vois la voiture se reconstruire. Et il y a un truc qui est super intéressant. Il m'a fallu regarder cette scène plusieurs fois pour le comprendre. C'est qu'au moment où il dit « Ok, montre-moi », il y a un truc, la musique change. La musique qui était très, un peu inquiétante, d'un seul coup, on entend un battement cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans ce film? Qu'est-ce qui fait que c'est un thriller, comme on l'appelle? Mais c'est qu'on a donné à un objet non pourvu de vie les caractéristiques de la vie. Une voiture, ça ne se reconstruit pas toute seule. Moi d'ailleurs, je l'ai cru longtemps, hein, et puis j'ai pu le vérifier. J'ai prêté la Volvo à ma femme, j'aurais jamais dû faire ça. Mon père m'avait toujours dit, tu prêtes jamais ta bagnole à ta femme. Non mais ça c'est un principe. Et on habite en montagne, les routes sont étroites. J'avais dit, chérie, tu fais gaffe, c'est la première fois de ma vie que j'ai une voiture qui tient à peu près la route, boîte automatique, tu vois, intérieur un peu luxueux et tout, j'ai dit, tu fais gaffe. La Volvo, c'est ma Volvo. Bim, la portière. Bon, je me dis, ok, la portière a été touchée, ok, j'ai vu Christine, donc j'ai rangé ma voiture précautionneusement, je me suis mise face à elle, et puis j'ai fait, ok Volvo, show me. J'ai dit non, alors il faut lui parler en scandinave, parce qu'elle vient du pays du Nord, alors je lui ai dit en scandinave, rien à faire. La portière ne s'est pas reconstruite. Par contre, Claude Bernard a montré que pour un organisme vivant, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Claude Bernard a mis en lumière ce principe de l'homéostasie. Il dit, tout système vivant. Ça, vous pouvez l'écrire. Ça serait d'ailleurs, je dirais, ça serait le premier truc à dire à un enfant, ça. Tu vois, c'est pour moi le premier truc que je dirais, que j'ai dit d'ailleurs à mon fils et que je leur dis sans cesse, c'est ça. C'est tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que cela représente. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Il y a plusieurs mots là-dedans qui sont choquants. Le premier, c'est spontanément. Spontanément, c'est comme la bulle d'air qui remonte à la surface de l'eau. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas à calculer, tu n'as pas à comprendre, tu n'as pas à faire des équations de Schrödinger du troisième type. Hein. Ça remonte de lui-même. Tout système vivant revient spontanément. C'est-à-dire, c'est la nature même du vivant, spontané. Spontané, c'est ce qui se fait de façon inéluctable. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre. Alors, l'état d'équilibre, qu'est-ce que c'est? Pour le vivant, c'est l'état de fonctionnement optimum par rapport aux ressources de l'individu. Alors, immédiatement, mais tu vas te dire, non mais attends. Bien. Il est bien gentil, Claude Bernard. Il était physiologiste, mais il avait fumé la moquette, quoi. Parce que globalement, tu nous regardes tous, on ne manifeste pas un état d'équilibre, d'épanouissement et tout. Or, si ton truc c'est vrai, si tout corps, tout organisme vivant, parce que c'est tout organisme vivant, hein, animal, humain, végétal, hein, même une levure, même un micro-organisme, même une bactérie, a ces caractéristiques-là. Cette loi de l'homéostasie prévaut pour tout le monde. Alors tu te dis, si tout organisme vivant revient spontanément à l'état d'équilibre, pourquoi c'est-il qu'on est aussi malade? Comment ça se fait? L'explication la plus simple que je vais te donner, c'est ça. Imaginons que moi, tous les jours, spontanément, je fasse 2 pas à gauche. Ça, c'est ce que fait mon corps de façon spontanée. Mais que volontairement, je fasse 4 pas à droite. Quelle est la résultante visible? La résultante visible, c'est 2 pas à droite. Et tous les jours, je vais me décaler de 2 pas vers la droite. Quand le gars va me dire, spontanément, tu fais 2 pas vers la gauche, je vais dire, ben non, tu regardes, j'ai fait 2 pas vers la droite. Non, non, spontanément, hein, tu fais 2 pas vers la gauche, mais volontairement, tu fais 4 pas vers la droite. Et donc, la résultante, ça va être 2 pas vers la droite.
Mais je vais vous dire, tout système vivant, et a priori, si tu es encore là en train de m'écouter, tu as encore un petit peu de vie en toi, tout système vivant revient spontanément vers l'état d'équilibre. C'est-à-dire qu'à l'instant où je vous parle, là, maintenant, ici, votre biologie, ce qui se passe à l'intérieur de vous, là, maintenant, et quel que soit votre régime alimentaire, quel que soit votre... Pour tout le monde, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place qui vont toujours dans ce sens de l'équilibrage. C'est une tension, c'est jamais un état figé. Hein, c'est pas on arrive à l'état d'équilibre et puis on s'arrête là, tu vois, on est en haut du firmament puis on ne bouge plus. C'est toujours une tension vers. Mais il y a des mécanismes en nous qui vont toujours dans le sens de l'équilibrage, de la réparation, à partir des ressources qu'on lui donne. C'est un peu comme si on te disait, tu as en permanence une femme de ménage qui est chez toi en train de nettoyer, spontanément. C'est son truc. Elle, spontanément, elle nettoie. Elle ne sait pas faire autrement. Hein, elle nettoie. C'est sa nature d'être. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Par contre, c'est certain qu'elle va nettoyer avec les moyens que tu lui donnes. Je veux dire, si tu lui donnes ni balai, ni poubelle pour ranger les trucs et tout, elle va porter les trucs dans... Elle va faire comme elle peut. Et puis si elle a pas d'eau pour nettoyer, elle va se cracher dans les mains, elle va nettoyer les vitres avec ça, avec ce qu'elle sera crachée dans les mains. Elle va faire comme elle peut. Donc toi, ta responsabilité, c'est quand même de lui donner les outils et les matériaux de manière à ce qu'elle puisse réparer. Mais il n'empêche que spontanément, tu as 1, 2, 10 000, 100 000 ouvriers qui sont là à ton service pour faire ce travail de récupération de l'état normal. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça change au niveau intellectuel. Je veux dire, moi globalement, quand je suis né, quand j'étais petit, régulièrement je tombais malade, entre guillemets, hein, et régulièrement on me disait que c'était normal. Genre, on tombe malade, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand je demandais pourquoi je tombais malade, pourquoi, c'est en hiver. Hein, en hiver, tout le monde est malade. Pose pas de questions. Et bouffe tes cornflakes. Non mais tu vois, je veux dire, c'est normal. Tout le monde est malade. Si à l'inverse, mon père m'avait pris quand j'étais jeune, t'imagines la scène façon viking un petit peu, tu vois, crépusculaire. Mon fils, tu es un être vivant. Et parce que tu es un être vivant, ton corps spontanément va vers l'état d'équilibre tout le temps. Et si c'est pas le cas, bouge-toi les fouilles pour que ça soit le cas. Parce que c'est ça. Et parce que ça a une démarche complètement différente. C'est-à-dire que, globalement, si tu penses que la maladie est quelque chose de normal, qui arrive tout le temps, qu'à 45 ans, tout le monde doit avoir fait son cancer, sinon tu ne fais pas partie du club. Hein, si tu penses que c'est normal tous les hivers d'avoir des rhumes, d'avoir de la fièvre, hein, si tu penses que c'est normal au printemps d'avoir le rhume des foins, moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'avais le rhume des foins, entre guillemets. Hein, rhume des foins, voilà. Pendant un mois, globalement, je ne pouvais même pas aller à l'école tellement j'avais les yeux qui pleuraient, le nez qui bouchait, c'était horrible. J'étais super handicapé. Mais globalement, c'était normal. Enfin, voilà, c'était comme ça, j'étais comme ça, j'avais rien à y faire. Après mes 33 ans, quand j'ai complètement changé mon hygiène de vie, tous mes phénomènes allergiques ont complètement disparu. Et puis l'année dernière, il s'est passé un truc, début de printemps, mes problèmes allergiques qui reviennent. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je me suis dit, oulala, 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 je sais que c'est pas normal, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon mode de vie actuellement qui n'est pas en adéquation? Ça a été rapide à cerner, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'avais une charge de travail comme ça, je me suis dit, il faut juste que je me repose un peu plus. Mais j'ai considéré le symptôme non pas comme une normalité, mais comme un signal que le système n'y arrivait plus. Quand je vous dis que tout système s'adapte à son environnement, la loi de l'homéostasie, c'est ça. Tout système a un environnement qui varie, va aller spontanément vers l'équilibrage avec cet environnement. C'est-à-dire ton environnement varie, hop, le corps s'équilibre. L'environnement varie, hop, le corps s'équilibre. Ça, c'est la nature du vivant. Et quand il n'y arrive plus, c'est qu'il n'y a plus les ressources pour se faire. Et là, signal déclencheur. Et ce signal déclencheur, parce que dans le modèle qui était mon nouveau modèle, je ne considérais pas le rhume des foins comme quelque chose d'inéluctable, d'inexorable et de normal pour moi, et bien, d'un seul coup, je suis allé me dire, oula, mais qu'est-ce qui fait que j'ai ça? Vous imaginez comment on appréhenderait notre vie si chaque fois qu'on avait une manifestation symptomatique, au lieu de considérer que c'est normal et il faut la supprimer, on considérerait que non, c'est pas normal du tout, et il s'agit d'aller comprendre ce qu'il y a, ce qui n'est pas en adéquation, pourquoi est-ce que ce signal d'alarme s'est déclenché,
Mais vous imaginez, dès le départ de notre vie, les choix, on les ferait radicalement de façon différente. Vous voyez un peu ce que ça peut donner comme différence? Loi de l'homéostasie. Tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre avec son environnement. Tout système vivant s'équilibre en permanence dans son environnement. Alors je dirais 2 bémols. Dans les limites de ses ressources. Premièrement, donc dans la limite de ses ressources, donc dans la limite de sa capacité à s'y adapter, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'y adapter, mais dans les limites de sa ressource. Tu vois, par exemple, tu as du métal en fusion qui est tombé sur ton sol, tu as ton personnel de ménage qui est dans ta maison, tu leur dis là, il faut évacuer ça, ils vont te dire attends, si tu ne me donnes pas un équipement adéquat, moi je ne peux pas. Je ne peux pas prendre du métal en fusion, je vais me brûler les mains, je n'ai pas le matériel. Donc il faut donner au corps le matériel suffisant pour qu'il puisse faire l'action, premièrement. Et deuxièmement, il y a un deuxième truc qu'a mis en lumière Claude Bernard, il dit tout système vivant revient spontanément à l'état d'équilibre avec son environnement au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Tu sais, ça c'est la petite clause là qui est marquée en bas du contrat d'assurance, le truc que tu lis jamais, quoi, tu vois. Au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Alors la question, je veux dire, c'est quoi les processus régulateurs? Parce que c'est bon à connaître, parce qu'il ne dit pas, Claude Bernard, quand il a édicté sa loi, il n'a pas dit, bon voilà, alors le corps revient spontanément vers l'état d'équilibre, il y a des processus régulateurs, bon, s'ils te plaisent, tu les prends, s'ils te plaisent pas, on s'en fout, tu les mets sous le meuble et puis on n'en parle plus. Non, non, il dit au travers d'une série de processus régulateurs, c'est-à-dire que c'est le chemin. Ces processus régulateurs sont le chemin. Et ça veut dire que certainement vers ce retour à l'équilibre, ça ne va pas être du 0 ou 1. Et souvent d'ailleurs c'est ce que je dis aux gens, je leur dis attends, c'est pas parce que tu vas te mettre à boire un jus de carotte et à dormir un peu plus que du jour au lendemain tu vas passer de l'état de hyper symptomatique à tout va bien. Il va y avoir des passages, et des passages parfois qui peuvent être surprenants, d'autres manifestations symptomatiques qui vont apparaître. Ça c'est le chemin. Et vous verrez que dans ce que je vais vous présenter, quand on parle de ces processus régulateurs, nombre de ces processus régulateurs sont connotés actuellement comme des maladies. Mais ça, c'est un problème, parce que si notre politique actuelle, c'est de contrer la maladie, et que cette maladie n'est en fait qu'un processus régulateur qui est le processus qui conduit vers la pleine santé, ben, si on le bloque, on bloque le processus. Tu vois, c'est l'exemple que je pourrais te donner, tu vois, par exemple, je prends un pendule. J'ai un pendule, hein, on me dit l'état d'équilibre du pendule, c'est quand il est à la verticale. Ok. On me dit, ce pendule, il va revenir spontanément à la verticale si tu le déséquilibres. Ok, cool. Donc moi, je prends le pendule, je l'écarte. Je le lâche. Donc là, je le vois bien descendre vers la verticale, je suis content. Et puis, hop, il ne s'arrête pas, il continue. Alors, il continue, il va de ce côté-là. Moi, je l'arrête, je lui dis, non, mais attends, tu m'as dit que le pendule allait revenir à la verticale. Non, là, il n'est pas revenu. Non, mais attends, laisse faire les processus régulateurs de manière à ce que ça revienne à la verticale. Si tu bloques les processus régulateurs en cours, ton pendule, tu ne verras jamais revenir à la verticale. Et vous verrez que dans les processus, dans les démarches que je vais vous proposer, très souvent, on comprend le truc, on se met même dans une démarche dans laquelle on dit au corps « Allez, je te laisse faire, je te laisse carte blanche, vas-y, show me, montre-moi ce que tu es capable. » Alors, il commence à nous montrer, là on est là « Ah non, alors attends, excuse-moi là, mais... » Oui, mais pas autant. Là, tu vois là, non, je reprends les commandes. Et on est en permanence en train de reprendre des commandes. On a décidé de ce qu'il fallait faire. C'est un peu comme quand quelqu'un vient me voir et qui me dit « Ah ben moi j'ai jeûné et le jeûne n'a pas marché. » Et chaque fois ça me met dans une colère noire. Je dis « Mais qu'est-ce que tu me dis que le jeûne n'a pas marché ?» Donc tu me dis que pendant que tu as jeûné, il n'y a pas eu un processus qu'on appelle par exemple l'autophagie en toi. Donc tu es un individu extraordinaire pour lequel il n'y a pas eu ce processus. Si, ça a toujours eu lieu. Par contre, ta finalité à toi, intellectuelle, elle n'a peut-être pas été résolue immédiatement. C'est que toi, tu faisais ça dans un but précis, tu voulais quelque chose en particulier, ta biologie, elle a suivi un autre chemin. Mais le chemin de ta biologie, c'est toujours le meilleur chemin. Et alors, c'est ce qui m'a fait aussi caricaturer les choses. Alors, si vous connaissez les vidéos, je ne suis pas obligatoirement toujours en finesse et en subtilité, hein, mais j'ai tendance à parler de deux écoles et je trouve que ça marque bien.
Il y a d'un côté l'école du corps parfait, l'école du corps intelligent, celle que je représente. Ah non, mais attends, vu que c'est moi qui écris l'histoire, je me donne le rôle que je veux quand même. Hein. C'est vrai, j'ai longtemps été un vilain petit canard, donc maintenant je me mets un beau rôle. Donc l'école du corps parfait, l'école du corps intelligent, qui dit finalement que tous les mécanismes qu'il va y avoir à l'échelle du corps, tous, autant qu'ils soient, tous les mécanismes qu'il va y avoir à l'échelle du corps sont des manifestations de cette vitalité en nous et de cette tension spontanée du corps vers l'équilibrage et vers la pleine santé. Et j'ose dire tous. Là, par exemple, je suis en train de préparer une série de vidéos sur le cancer. Hein, et bien, j'ai suffisamment d'arguments maintenant pour te montrer qu'une tumeur cancéreuse qui pose ses problèmes en tant que telle, on est d'accord, hein, mais une tumeur cancéreuse est encore un processus adaptatif du corps qui va vers la pleine santé. Même s'il porte son lot d'inconvénients, mais il va vers la pleine santé. Ça peut être choquant, dit comme ça se démontre relativement facilement, en tout cas je vais le démontrer, mais ça fait partie de ces mécanismes. Et donc, dans le modèle que je vous propose, le modèle du corps parfait, le modèle du corps intelligent, tous les mécanismes, tous les symptômes qui vont avoir lieu tout le temps de votre vie vont toujours être des mécanismes qui manifestent cette présence de la vie en vous et de cette spontanéité vers l'équilibrage et vers la pleine santé. Et à l'inverse, je parle de l'école du corps con, qui considère que les symptômes sont un gros problème, qu'il faut les supprimer, et on les vire, et on les dézingue à tout va. Et pour ça, on a des produits extrêmement efficaces. C'est pas très dur de couper la douleur. On a développé des antalgiques extrêmement puissants. On va directement jouer sur les centres de douleur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette culture aussi du médicament symptomatique, elle a créé quelque chose en nous. C'est qu'on pense qu'à un symptôme, il y a une solution. Parce que normalement, à un symptôme, il y a une molécule qui va empêcher le symptôme. Alors que si le symptôme n'est qu'une manifestation d'un état sous-jacent qu'on appelle le terrain, on va se rendre compte qu'à un terrain, il peut y avoir une multiplicité de symptômes. Et que d'un individu à l'autre, les symptômes ne vont pas obligatoirement pointer vers le même terrain. Et que c'est plutôt, comme quand on fait une enquête, l'ensemble des symptômes qui vont nous permettre d'en déduire, par corrélation, par approche, par supposition, par proposition, quel peut être réellement l'état du terrain et quelle est la réponse à apporter. Et ça, c'est un truc auquel je suis toujours confronté. C'est les personnes qui viennent me voir qui me disent « j'ai tel et j'ai tel et j'ai tel symptôme, qu'est-ce que je dois faire ?» Je suis là, mais qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire? Mais je suis incapable de te le dire. Et c'est pas un manque de compassion, c'est pas... Il va falloir se poser tous les deux. Moi, chaque fois, je dis à la personne, ok, si tu veux répondre réellement à la question, on se pose, on va passer en revue tout ce qui sont tes circonstances de vie, et on va essayer, dans chaque domaine, de voir ce qui va dans le sens de la vie et ce qui n'y va pas. Et en corrigeant les curseurs qui ne vont pas dans le sens de la vie, bien, il y a des grandes chances que la manifestation symptomatique disparaisse. Mais c'est juste comme ça, c'est par approche, par supposition. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte. Avec l'approche symptomatique, c'est une science exacte, parce qu'on sait exactement quelle molécule va venir agir sur quel centre de la douleur. Tu le donnes, ça coupe. C'est automatique, ça marche à tous les coups. Là, on n'est pas du tout dans une science exacte. On est dans une enquête, et moi je la trouve super intéressante cette enquête. Elle va nous faire essayer de considérer l'ensemble de notre mode de vie comme des individus que nous sommes, et à les comprendre au travers de tous ces petits signaux qu'il y a de ci, de là. Où est-ce que ça peut bugger? Ça vous va?